D'abord à tous, nous allons démarrer cette soirée. Veuillez prendre place. Bienvenue à l'Axil. Bienvenue au Centre culturel Anaïs Simon Drahi. Merci d'être venus en nombre. Ça fait plaisir. Vous êtes plus de 350 ce soir. Bienvenue Ilana, Daniel, Christophe. Christophe, c'est la deuxième fois que vous venez, vous êtes un peu chez vous. Alors, mon ami Elie Korchia, qui prendra la parole tout à l'heure, me disait tout à l'heure, lors d'un échange que nous avons eu cet après-midi pour préparer la conférence, que Levallois était the place to be. Je te le confirme. Vous pouvez vous applaudir. Cette soirée est organisée avec le Consistoire de France, avec le Magen David Adom qui prendra la parole tout à l'heure. Elle aura lieu en deux temps. D'abord, Ilana, Daniel et Christophe pourront échanger sur des thèmes divers et variés, la société israélienne, la société en France, les aspects sécuritaires, les aspects économiques aussi, les Juifs de France, les Juifs en Israël, les mouvements d'Alia. C'est très vaste. Et nous terminerons la soirée par une dédicace, une séance de dédicace du livre de Daniel, Samedi rouge, samedi sanglant en Israël et samedi noir pour l'humanité. Je vous souhaite une bonne conférence. Bonsoir à tous, merci Harry, merci d'être là à nouveau pour cette belle conférence qu'on appelle les conférences événements, comme celle-ci qui réunit beaucoup de monde. Merci encore à nos invités d'avoir accepté l'invitation. Évidemment, je parle sous l'auspice de notre président du Consistoire central de France et co-organisé avec le CCJ 92, c'est important de le dire. Je remercie également les présidents de communautés qui sont venus pour certains de loin, les présidentes aussi de communautés qui sont là. Et encore une fois, c'est dans l'actualité que l'Axil vous propose une magnifique soirée ce soir, avec encore à nouveau notre cher ami Christophe Barbier, Ilana Faradian et Monsieur Daniel Haïk. Merci de nous faire l'honneur d'être là ce soir. C'est pour nous un privilège. Et merci à vous qui faites vivre à chaque fois ces belles conférences. Merci de nous donner du contenu. J'espère que vous allez passer un bon moment. Et je vous invite après la conférence à vous précipiter vers le livre. Il est très intéressant. J'en ai lu un tout petit bout tout à l'heure. Donc je vous invite vraiment à le lire. Et je salue également nos amis du Magen David Adom, Nathalie et Michel. Merci d'être là et bienvenue aussi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je laisse la parole au rabbin Shalom Lelouch. D'abord à Michel Ktorza. Alors, non, Michel, je vais te laisser venir me voir. Non, mais là, je t'ai appelé, tu es obligé de venir. Merci, Michel. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir pour nous, moi qui ai la chance de représenter le Magen David Adom, d'être présent dans des réunions comme celle-ci. Et comme vous le savez, depuis le 7 octobre, on a vécu des moments extrêmement difficiles en Israël et nos 35 000 secouristes ont travaillé 7 sur 7, 24 sur 24 pour accomplir cette mission qui est de sauver des vies. Et quand il s'agit d'une manifestation comme celle-là, on répond toujours présent parce que d'abord, on est à Levallois, on est chez nous et on se sent bien. Et grâce à cette communauté qui est quand même assez extraordinaire, qui fait toujours des belles réunions, on se devait d'être là. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je suis certain que ce sera très intéressant parce que c'est toujours un bonheur de vous recevoir. Merci à tous. Voilà, très chers amis, je voudrais à mon tour très brièvement vous dire la joie qui est la nôtre de vous accueillir ici. Ensuite, remercier évidemment vous, on va commencer par les dames, évidemment, la grande journaliste que nous connaissons, que nous entendons aussi, M. Barbier, alors vous êtes vraiment chez vous à la maison, Daniel Haïk, que j'ai vraiment le plaisir pour la première fois d'accueillir dans cette synagogue. Alors moi, je voudrais vous raconter une toute petite anecdote, très brève. Alors elle est courte, rassurez-vous, qui concerne Daniel. Parce que vous êtes pour la première fois ici présente, et la première fois, voilà. Et c'est important quand même, je me souviens encore en 99, et j'ai une pensée toute particulière pour ton papa, qui était grand rabbin de Toulouse, et auquel nous souhaitons une longue vie jusqu'à 120 ans, en bonne santé. Et je me souviens encore en 99, j'avais eu un appel du grand rabbin de France,
le grand rabbin Citruc, qui m'avait dit, voilà, le grand rabbin Haïk est sur le point de partir, ce serait bien que tu le remplaces. Et finalement, au même moment, j'ai eu une autre option, c'était le Valois. Je suis désolé. Mais en tous les cas, voilà, j'aurais pu atterrir effectivement à Toulouse. Et voilà pourquoi il y a ce petit lien très, très serré, voilà, qui me parle beaucoup, qui est évocateur de plein de choses, dont je voulais rappeler voilà, ce soir. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et évidemment une excellente et une très très belle soirée. Et je passe immédiatement la parole au président du Consistoire de France. Chers amis, pour tous ceux qui me connaissent bien ici, vous savez que je suis très très rigoureux sur les horaires. Alors, comme on avait prévu une invitation pour 20h et un début pour 20h30, on va être bon sur nos délais. Non, je voulais vraiment vous dire que je suis très heureux et très fier d'être avec mes amis de la communauté de Levallois, beaucoup de responsables aussi ici des communautés du 92, puisque c'était une soirée qu'on a initiée, imaginée, avec le CCJ 92, et je salue les présidentes et présidents des communautés du 92 qui sont ici présents. Et sachez que ça va même encore plus loin, puisqu'on a la chance d'avoir Luc Pinco de Nantes, Alain Zilberman du consistoire du Languedoc, Sabine du consistoire qui représente la communauté de la Grande Motte et que je salue, mon amie Anne-Marie Boublier aussi, et beaucoup de personnalités qui sont là pour dire que nous avons besoin, cher Daniel, cher Christophe, chère Ilana, nous avons besoin d'avoir ce type de grande soirée parce qu'on a besoin d'être ensemble, peut-être encore aujourd'hui plus que dans les mois et les années précédentes. On a besoin d'être ensemble pour des projets ambitieux, pour de belles conférences, de beaux événements. Et c'est vrai qu'ici, merci Rabbi Shalom, merci mon cher Philippe, avec ta commission administrative, de répondre toujours présent lorsqu'on veut initier de beaux projets. Je sais qu'ici, c'est pas seulement the place to be, comme a dit mon ami et confrère Harry Assayag, c'est aussi un endroit chaleureux qui est toujours prêt à accueillir de grands événements. Et c'est pour moi important d'avoir proposé que nous fassions cette soirée. On a affiché complet cet après-midi, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont arriver dans les minutes qui viennent, quand on a vu qu'on dépassait les 320 ou 340 personnes, et donc c'était important pour nous de le faire. Je voulais aussi remercier mes amis du Magen David Adom, avec qui on va faire un beau voyage en Israël dans 2 mois, dire à Michel, dire à Nathalie, et vous direz évidemment de ma part aussi à Victor, combien c'est une chance de pouvoir toujours compter sur vous pour être à nos côtés à chaque fois qu'on peut proposer quelque chose pour la communauté. Et puis un dernier mot, et j'en terminerai là. Vous avez ici 3 personnes qui sont des journalistes, mais qui sont avant tout des personnes engagées avec une sincérité dans leur engagement qui est exceptionnelle. Et ce n'est pas seulement pour nous une joie de les recevoir ce soir. Je veux vraiment vous dire, en témoignant de cela, puisque j'ai la chance tous les vendredis matins de faire une émission, certains de vous l'écoutez peut-être, une émission tous les vendredis de l'année, veille de Shabbat, où je parle d'un thème d'actualité avec Ilana. C'est une jeune femme qui, je pense, dès aujourd'hui, mais encore dans les années qui viennent, a une voix à porter en tant que journaliste pour parler d'Israël, pour parler de la communauté juive, et je suis vraiment très heureux que tu puisses animer cette conférence. Et puis, ces 2 journalistes, je vais commencer par Daniel qui vient d'Israël exprès cette semaine pour être ici notamment et pour faire cette conférence et pour dédicacer tout à l'heure son ouvrage. Nous étions avec Daniel il y a combien de temps ? Il y a un mois et demi, en Israël, pour une initiative que j'ai soutenue, qui était 100 bar et bat mitzvot pour les enfants du sud d'Israël, dont les familles ont été déplacées durant toute l'année dernière et qui n'ont pas pu faire la fête et faire leur bar mitzvah ou leur bat mitzvah normalement. Et on a réuni ces 100 enfants avec leurs parents et on a vécu un moment extraordinaire. Alain Zilberman était notamment avec moi sur place et ça a été un moment très fort. Et Daniel a suivi en tant que journaliste à Jérusalem cet événement. Et quand on a parlé d'une grande soirée à faire ici début 2025 pour parler d'actualité en Israël, on s'est dit qu'il fallait le faire venir et il est venu et je suis heureux qu'il soit là en compagnie de Christophe, parce que c'était important pour moi de faire ce regard croisé sur l'actualité. En Israël, on est dans un moment charnière. En France, on est aussi au même moment, politiquement, dans un moment totalement charnière, avec des événements qu'on a connus ces dernières semaines, qu'on n'avait jamais connus sous la Ve République. Donc, grâce à votre expertise à tous les 2, vous allez pouvoir nous dire, nous expliquer, nous démontrer pourquoi et comment on est aujourd'hui dans une période unique,
alors qu'on puisse toujours compter sur votre présence, vos analyses, votre expertise. Et au nom de la communauté juive ici, je voulais vous dire tout simplement merci. Ah, là, vous m'entendez peut-être. Merci beaucoup, Élie. Merci aussi à la communauté de Levallois. Je ne vais pas me répéter. J'ai un peu l'impression d'être à Radio J ce soir le matin avec deux personnes que je connais bien. Christophe Barbier, éditorialiste politique incontournable, connu pour ses analyses pointues de l'actualité politique en France, qui est avec nous tous les matins à 7h45, vous le savez, dans Le Barbier du matin avec son invité politique. Et Daniel Haïk, Élie l'a dit, fin analyste politique en Israël, auteur de ce livre dont on va parler, Samedi Rouge, qui nous éclaire aussi quotidiennement sur Radio J à 7h et 7h30 pour un journal et une revue de la presse quotidienne. Alors on va parler évidemment de ce qui se passe en Israël, de ce qu'a provoqué aussi le 7 octobre en France. Et on va commencer, Daniel, justement, parce que votre livre s'appelle Samedi Rouge, par cette journée tragique. Vous expliquez dans votre livre comment les massacres du 7 octobre n'ont pas été finalement une simple surprise, mais trouvent leurs racines finalement dans des décennies de choix stratégiques et de divisions internes en Israël. C'est véritablement ce qui a nourri le Hamas pendant des années. Oui, alors permettez-moi, puisque effectivement je me suis déplacé pour participer à cette soirée et à d'autres soirées dans le courant de cette semaine. Je voulais vous remercier à tous les responsables, en particulier Élie qui a été, on va dire, l'initiateur de cette soirée. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai un écho. Oui, on vous entend bien. Et Élie Korchia qui a été l'initiateur de cette soirée, bien entendu les présidents Philippe Cohen, Ari Assayag et le rabbin Shalom Lelouch. Je crois que vous avez fait un bon choix de rester ici, quand même. Malgré tout. C'est très sympathique, mais c'était le bon choix, c'est le choix de l'avenir certainement. En tout cas, je voulais vous remercier. C'est toujours pour moi un grand plaisir de venir en France pour parler, pour essayer de développer certaines idées que l'on n'a peut-être pas l'occasion de développer avec autant de détails sur les médias dans lesquels je travaille, en particulier à I24 News. Vous savez, la télé, c'est toujours très limité. Ça me gêne, franchement, ce retour là, qui est gênant, là. Je ne sais pas si on peut le retourner. Voilà. Le retourner, peut-être. Voilà. Ah, voilà. Je crois que c'est mieux. Ouais. Voilà. Ah, oui. Si on pouvait, il faut avoir la possibilité parfois de développer certaines idées. Il y a des événements, effectivement, comme l'a dit Élie, qui... et je voulais remercier aussi le Magen David Adom. Franck Meloul a aussi été impliqué dans la participation du Magen David Adom à cette soirée. Alors je voulais effectivement revenir sur le fait que il y a des événements qui sont parfois complexes à expliquer. Et on n'est pas dans le binaire, on est beaucoup dans la complexité. Et je crois qu'on n'a peut-être pas toujours la possibilité dans les médias israéliens, dans les médias dans lesquels je travaille, de le faire. Et donc c'est pour moi important de venir ici et de parler avec vous, parce que je sais que c'est important pour vous aussi de mieux comprendre ce qui se passe dans la réalité israélienne. Cette réalité, on la vit au jour le jour. Alors pour essayer de répondre à ta question, Ilana, je voudrais tout simplement rapporter une anecdote que je mentionne dans le livre et qui est symptomatique de ce qui s'est passé le 7 octobre pour moi. Le 7 octobre, c'était Simchat Torah. Il était 8h moins quart à Jérusalem. J'allais justement chercher mon père qui se déplace avec une chaise roulante aujourd'hui pour aller participer à l'office de Simchat Torah. Il est 8h moins quart et on est avec mon fils qui est par ailleurs officier de l'armée israélienne. Et on circule sur une rue déserte et il y a une dame qui sort en pyjama le 7 octobre, 8h moins quart, et elle dit une phrase, elle est en pyjama, elle dit Yom Kippour, elle crie Yom Kippour, Yom Kippour Sheni, un deuxième Yom Kippour. Et nous on l'a vu cette dame et on s'est dit c'est pas possible. Elle est peut-être pas très concentrée, elle ne sait pas exactement ce qu'elle dit, on ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. On a continué à marcher. Quelques minutes après, effectivement, il y a eu la première alerte à Jérusalem et on a compris très rapidement la gravité de la situation, la catastrophe qui était en train de se dessiner dans le sud du pays.
Et cette dame-là, qui de prime abord n'était pas véritablement dans son assiette, eh bien, elle a résumé en 2 mots, en fait, tout ce qui s'est passé au cours des années qui ont précédé le 7 octobre, à savoir qu'on a répété de manière tragique, quasiment fait pour fait, les événements de la guerre de Kippour. C'est fou, c'est inimaginable comment le chef des renseignements militaires israéliens de l'époque de la guerre de Kippour, le général Eli Zeira, qui par une situation assez folle est encore en vie aujourd'hui, il a 96 ans, il est le dernier général de l'état-major de la guerre de Kippour qui est toujours en vie. Et c'est lui qui est tenu comme responsable de l'échec, de la carence terrible de Yom Kippour. Comment lui, à l'époque, a dit, alors qu'on connaît toute l'histoire, l'espion Marwan Ashraf, qui était le gendre de Gamal Abdel Nasser, avait prévenu les Israéliens que la guerre allait se déclencher le 6 octobre 1973 à 18h. Eh bien, il a dit, non. On sait, les armées arabes, les armées égyptiennes, les armées syriennes nous ont déjà fait les manœuvres, on connaît les manœuvres, il y a une faible probabilité pour qu'il puisse y avoir une guerre. C'est exactement ce qui s'est passé dans la nuit du 6 au 7 octobre 2023. Exactement. Avec, tout le monde le sait aujourd'hui, le général Aaron Khaliwa, qui était à l'époque le chef des services de renseignement militaire, qui était en vacances à Eilat, de vacances de Simchat Torah, de Sukkot. Et on lui a dit, il y a quelque chose qui se passe, il y a des cimes qui se sont allumées dans la bande de Gaza par centaines. Et il a dit, la probabilité est faible pour que le Hamas attaque. Le Hamas est dissuadé. De même qu'on pensait qu'après la guerre des 6 jours, après la déculottée des armées arabes au moment de la guerre des 6 jours, on pensait que plus personne n'oserait s'attaquer à Israël après la guerre des 6 jours. Eh bien là aussi, on était dans une sorte d'autosuffisance, dans une sorte d'arrogance face à une réalité. On se disait, c'est pas possible que le Hamas veuille nous attaquer après les déculottés qu'il a reçus au cours des dernières années, les opérations plomb durci, bordure protectrice, etc. C'est pas possible. Le Hamas, et puis je me souviens moi-même, parce que, et je crois que c'est important de le souligner, je le dis toujours, l'humilité face à ce qui s'est passé, c'est incontournable. On essaye d'analyser la situation, mais parfois, il faut savoir prendre un peu de recul et dire, on ne sait pas. Le corona nous a donné une bonne leçon à ce niveau-là, mais la guerre actuelle, elle nous en donne une seconde. On ne savait pas. Eh bien, on n'a pas compris qu'à ce moment-là, eh bien, le Hamas ne réagissait pas selon nos codes à nous, mais selon ses propres codes. Que Sinwar ne réagissait pas selon les codes des démocraties occidentales, mais selon notre code. Et moi, je me souviens avoir dit à l'époque, mais oui, quelques semaines avant, dans une analyse, mais oui, Sinwar n'a aucun intérêt à attaquer, parce qu'il y a des troubles à l'intérieur de la bande de Gaza, la population souffre, le taux de chômage augmente, il veut le bien de sa population et donc il est intéressé à ce que l'on fasse sortir des ouvriers palestiniens à l'intérieur du territoire israélien, 14 000, puis 20 000. C'était de ça dont on parlait. Nous, on essayait de calquer notre morale, nos valeurs à nous sur le plus grand des machiavélistes, le plus grand des machiavels de l'histoire. Et on n'a pas compris ça. Eh bien, malheureusement, on l'a payé cher. Cette arrogance des services de renseignement israéliens, cette arrogance d'une partie de l'état-major, on l'a payé cher et on le paye aujourd'hui toujours très cher. Et j'espère, c'est vraiment une prière que je formule, que l'on a tiré les leçons. Je n'en suis pas encore sûr, mais j'espère que l'on a tiré les leçons de cette claque monumentale. Daniel, tu parles, parce qu'on va se tutoyer, tu parles d'arrogance, mais c'est vrai qu'il y a aussi ces fractures, la réforme judiciaire qui a duré des mois. Yahya Sinwar a observé toute cette situation pendant des mois. C'est ça qui a aussi permis au Hamas d'opérer en Israël le 7 octobre. Sans aucun doute, bien entendu. Et c'est la deuxième erreur dans notre... Je raconterai encore une autre anecdote. Le 6 octobre, j'ai été invité par des gens de la gauche israélienne. C'était Hoshana Rabbah, donc. Et on m'a invité à Yafo. Je vais tous les jours à Yafo pour
pour I-24. Et bien là, on m'a invité pour une souka de shalom, une souka de la paix. Et on discutait là-bas, justement, de la réforme judiciaire et du clivage, des fractures qu'elle avait provoquées dans la société israélienne. Mais on discutait de ça, je me rappelle, avec des gens très intelligents, des intellectuels, le rabbin Daniel Epstein, que certains connaissent. Eh bien, on discutait comme si on était au café, comme si on était tranquille, comme si personne ne nous écoutait autour. On n'a même pas envisagé que nos ennemis puissent écouter nos débats. C'était naturel. Oui, on se dispute, la société israélienne, elle est souvent clivée. Et bien là, c'était aussi un débat, peut-être plus aigu que les précédents. Mais on n'était pas dans la dimension de penser qu'autour de nous, au sud, il y avait le Hamas sunnite, au nord, il y avait le Hezbollah chiite, et que les deux nous regardaient et mesuraient nos faiblesses. On a oublié le discours de la toile d'araignée de Hassan Nasrallah au lendemain du retrait précipité des forces israéliennes du Sud-Liban en mai 2000. La toile d'araignée, il disait, la société israélienne, c'est comme une toile d'araignée. On s'est trompé dans notre appréciation de nos ennemis. Je dois avouer qu'aujourd'hui, on peut aussi dire qu'eux aussi se sont trompés dans leur appréciation de la force d'Israël. Parce que si une toile d'araignée pour Hassan Nasrallah, elle pouvait voler au vent, le chomer, le matériau de la toile d'araignée, dit-on, est parmi les plus durs au monde. Et donc quelque part, on a tenu le choc. Mais c'est vrai qu'on était inconscient. Il y a une formule que dans le Hallel que l'on dit « Enaim laem velo yiru, oznaim laem velo yazinu ». On avait des yeux et on ne voyait pas, on avait des oreilles et on n'entendait pas. Et on va faire le point justement sur la résilience israélienne un petit peu plus tard. Alors Christophe, c'est important aussi de t'entendre là-dessus par rapport à ce que dit Daniel. Est-ce que ce sont les divisions qui ont rendu la démocratie israélienne, qui rend d'ailleurs nos démocraties occidentales plus vulnérables ? C'est un facteur essentiel. En effet, dans une société divisée et concentrée sur ces divisions, comme a pu être Israël dans le débat constitutionnel, on prête le flanc, évidemment, aux adversaires. On se regarde les uns les autres en chien de faïence en train de se disputer et on ne fait plus attention aux ennemis qui nous entourent. C'est un facteur essentiel qui doit être ajouté à l'autre facteur que vous avez cité, c'est-à-dire l'arrogance. On oublie aussi l'ennemi parce qu'on est tellement sûr de nos systèmes de protection et de notre supériorité, nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, que ce n'est pas tellement la peine de regarder l'ennemi et ce qu'il prépare, on sera toujours plus fort. On a ces deux aspects-là et il nous rappelle évidemment ce qu'on a pu en France connaître avant 1940. Ce même mélange d'arrogance. Notre armée de 1918, elle était restée la même et elle était imbattable. On était sourds aux appels vers l'armée de métier, on croyait à la ligne Maginot et au banc de Moltière, il n'y avait aucun problème. Ça, c'était la partie arrogance. Et puis, on était dans les divisions de la société qui, avec le Front populaire, avec Munich, avait déchiré le débat politique. Je pense qu'il faut ajouter, et d'ailleurs de ce côté-là, la phrase de Charles Péguy, une guerre avant, quand il dit « il faut dire ce que l'on voit et il faut surtout voir ce que l'on voit ». Elle reste le plus beau précepte de lucidité. Et chaque fois qu'il y a une défaite de ce type, où on est battu par surprise, que ce soit Yom Kippour ou le 7 octobre, c'est parce qu'on n'a pas vu ce qu'on voyait, parce que c'était sous nos yeux. Il y a aussi un troisième facteur, je pense, qui a été sous-estimé, ou surestimé dans le sens selon lequel on le prend, c'est d'avoir cru que les accords d'Abraham, qui étaient une avancée absolument majeure en termes diplomatiques, économiques, sécuritaires et presque philosophiques par rapport aux 50 années précédentes, pensaient que ces accords d'Abraham étaient suffisants et qu'ils allaient résoudre en le surmontant le problème lié à la Palestine. Or, avant que cet autre dôme de fer que pouvaient incarner les accords d'Abraham soit complété et consolidé par l'accord avec l'Arabie Saoudite, l'Iran est passé dessous, voilà, in extremis. Et depuis, il a volé en éclats. Alors bien entendu, les accords d'Abraham, c'est aussi le premier mandat de Trump. Un mandat de Trump va commencer la semaine prochaine. On voit comment l'histoire peut se remettre dans le bon sens. Mais cette leçon-là, une sorte d'erreur géopolitique majeure, les accords d'Abraham vont régler tous les problèmes, y compris ce problème palestinien. Est-ce que ce n'a pas été un élément préparatoire à la catastrophe du 7 octobre ?
les accords d'Abraham n'étaient pas là pour régler tous les problèmes. Dans la perception, on va dire, de Binyamin Netanyahou, les accords d'Abraham, c'était justement dire on ne peut pas être l'otage des Palestiniens pour régler le conflit avec l'ensemble du monde arabe. On peut, avec le monde arabe, régler le conflit et ensuite les Palestiniens viendront. Oui, ensuite les Palestiniens viendront d'eux-mêmes, poussés ou non par exemple, tant que l'Arabie saoudite n'était pas rentrée dans les accords d'Abraham, eh bien, il y avait toujours ce manque. Mais à partir du moment où l'Arabie saoudite devait rentrer, c'était d'ailleurs, aujourd'hui on le sait, on dit ce que le Hamas et le Hezbollah avaient projeté, c'était justement pour torpiller l'entrée imminente de l'Arabie saoudite dans les accords d'Abraham. Mais effectivement, pour Binyamin Netanyahou, c'était clair que on passait... Je veux dire, cette approche, elle se valait comme, surtout après l'échec des accords d'Oslo, eh bien, cette approche, elle pouvait obtenir un résultat tangible. Après l'échec, une fois que l'on constate l'échec des accords d'Oslo, eh bien, on se dit... Pourquoi, finalement, les pays arabes eux-mêmes, à partir du moment où ils ont un intérêt, surtout par rapport, les pays arabes sunnites, à partir du moment où ils ont un intérêt, surtout par rapport à la menace que représente l'Iran, eh bien, ils peuvent dicter au peuple palestinien, aux dirigeants palestiniens, et encore, il faut savoir qui sont les dirigeants palestiniens, parce que ça, c'est pas encore clair, eh bien, leur dicter une sorte de voie à suivre pour régler le conflit. Ça se tenait. C'était pas aussi utopique qu'on pouvait le penser. Eh bien, et Netanyahou était dans cette dimension. Elle allait à contre-courant, effectivement, de ce que, par exemple, en Europe ou en France en particulier, on allait avec la fameuse formule de 2 États pour 2 peuples. Cette formule qui est galvaudée, c'est-à-dire en Israël. Je ne pense pas vous apprendre quelque chose, mais déjà avant le 7 octobre, on l'a considéré comme dépassé. Mais alors là, aujourd'hui, ce n'est pas du tout envisageable. Hein. Et quand je dis ça, il ne s'agit pas seulement des cercles du centre-droite ou de la droite sioniste et religieuse, mais même, on va dire, dans certains cercles de la gauche, on ne parle pas aujourd'hui et je parle en particulier, par exemple, des habitants du pourtour de la bande de Gaza qui appartiennent à ces cercles, mais on ne parle pas du tout des États pour 2 peuples. Donc cette idée se valait à l'époque. Et c'est probablement pour cela que, quelque part, eh bien, le Hamas et le Hezbollah ont voulu essayer de la torpiller. Alors, ce qui fait la force d'une démocratie aussi, ce sont ses divisions. C'est aussi la critique qui fait qu'une démocratie est belle et forte. Aujourd'hui, Daniel, il y a 98 otages dans la bande de Gaza. Il y a l'impatience des familles d'otages qui se fait ressentir, la colère aussi des parents de soldats face à cette guerre qui dure. Plus de 840 soldats à présent ont été tués depuis le 7 octobre. Est-ce qu'on peut réellement dépasser ces fractures en Israël, ces divisions? Quels sont les plus grands défis à l'heure actuelle pour Israël? 2 questions. Oui, alors la deuxième question, elle est très vaste. Hein. Quels sont les grands défis? On peut revenir après, si tu veux, on peut revenir sur les grands défis d'Israël. Mais pour ce qui est des otages, du dossier des otages, là aussi, personne n'est capable de dire quelle était la meilleure stratégie à adopter pour libérer les otages. Je vous dirais, comme le font beaucoup d'Israéliens, que le premier accord qui a été conclu en novembre 2023, il a été conclu parce qu'il n'y avait pas d'acheminement d'aide humanitaire à l'intérieur de la bande de Gaza et parce que le Hamas sentait cette pression qui manquait. Et donc, c'est ce qui a permis, d'une certaine manière, la libération d'une centaine d'otages. Depuis, je vous le rappelle, sous la pression de l'administration Biden, elle s'en va, mais en même temps, bien qu'elle ait beaucoup aidé au début de la guerre, elle a causé beaucoup de tort à Israël par la suite. On n'a pas réussi à progresser depuis ces derniers mois. Et là aussi, quelque part, moi, je vais faire une distinction. Et c'est pour ça que c'est plus facile de parler avec vous quand on peut parler un petit peu plus longtemps que sur les médias. Il faut faire une distinction. Les familles d'otages, elles sont dans le sein des saints. Elles peuvent dire ce qu'elles veulent. On ne peut pas les juger, jamais. Par contre, on peut juger ceux qui sont derrière, ceux qui parfois les manipulent, avec des intentions qui ne sont pas tout à fait honnêtes, ceux qui les manipulent avec des intentions politiques,
comme ça a été le cas, malheureusement. Et ça c'est impardonnable. Ça, c'est pas possible d'avoir, moi je le dis et j'utilise ce terme, d'avoir profané une cause qui était consensuelle, comme la cause des otages. Il y a de multiples façons de s'identifier à cette cause-là. Dans les synagogues, on prie depuis 1 an et demi pour la libération des otages 3 fois par jour. Il y a de multiples manifestations. Ce n'est pas seulement en allant manifester devant le domicile de Benyamin Netanyahou que l'on fait avancer les choses, d'autant plus que l'on sait encore à qui on a affaire. Et quelque part, c'est peut-être la preuve qu'on n'a pas encore tiré toutes les leçons de ce qui s'est passé. Parce qu'on sait que face à nous, on a véritablement des salauds, excusez-moi du terme, mais on a des gens qui jouent avec nos valeurs à nous, qui utilisent nos valeurs. Ils le savent bien que c'est pour nous capital. On a vu l'affaire Shalit, on a vu l'échange entre un soldat israélien en 2011 et 1000 prisonniers. Et c'est important de le souligner aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup. J'ouvrais juste avant mon portable pour voir un peu où on en était dans les tractations. Et j'ai vu en titre dans les médias israéliens la même formule qui revient et que vous m'avez entendu souvent dire. Optimisme prudent, mais encore une fois, c'est nous qui voulons être optimistes, on veut être optimistes, mais qui on a à faire face à nous? On a un homme qui s'appelle aujourd'hui Mohamed Sinwar, qui est le frère de Yehia Sinwar, et je vous rappelle qui c'était Mohamed Sinwar, c'est lui qui a négocié l'accord qui a permis la libération de Gilad Shalit. Il a fallu, et la libération donc de son frère. Il a fait traîner les choses pendant 5 ans pour obtenir ce qu'il voulait. Donc il n'est pas pressé. Il a retardé la libération de son frère Yehia, qui devait être logiquement le leader du Hamas dans la bande de Gaza, pendant 5 ans. Donc il n'est pas pressé. Donc le Hamas aujourd'hui n'est pas dans la même dimension que nous. On est pressé chaque jour, les familles, les manifestants qui disent Arshav, maintenant, Arshav, maintenant. C'est légitime, mais il faut comprendre encore une fois face à qui on est. Et on est face à des gens qui ne sont pas du tout dans cette dimension. Je reviendrai sur le mot Arshav parce que je pense que c'est important pour comprendre la réalité israélienne, de comprendre l'importance de ce mot aujourd'hui. Et si on veut, on en reparlera. Mais en tout cas, c'est clair qu'on n'est pas dans la même dimension. Le seul paramètre qui peut faire changer les choses, c'est encore une fois, encore et toujours, c'est l'arrivée de Donald Trump. Imaginez, c'est fou quand même, un homme élu dans la plus grande démocratie du monde qui bouleverse le Proche-Orient, il a déjà bouleversé le Proche-Orient, et qui est en train de continuer à le bouleverser, qui va bouleverser probablement énormément de choses. Regardez ce qui s'est passé avec Mark Zuckerberg et les réseaux sociaux. Regardez le pouvoir d'un homme qui n'est même pas encore au pouvoir. Et donc, voilà, peut-être que ça peut changer. Et je ne suis pas sûr que cela peut faire réfléchir le Mohamed Sinwar qui est quelque part du côté de Khan Younes. Alors Christophe, une réaction. Comment justement la société israélienne peut trouver un équilibre avec tout ce qui se passe actuellement, la situation des otages? Daniel en a parlé notamment. Tu le disais, Ilana, la division, c'est aussi la beauté des démocraties quand ça ne tourne pas à la paralysie ou à la guerre civile. Alfred Sauvy, le démographe, disait « La démocratie, c'est l'art de savoir se diviser ». Et c'est peut-être ça que nous avons perdu dans de nombreuses démocraties, c'est qu'on ne sait plus exercer cet art de la division, et ça tourne tout de suite au pugilat ou bien à la paralysie. Quand il y a eu la guerre du Kippour, Golda Meir est partie en juin 1974, je crois, donc moins de 9 mois après. Là, nous sommes plus d'un an et 15 mois après le 7 octobre, et la situation politique, démocratique en Israël est toujours coincée, elle est toujours gelée, avec même des interrogations qui peuvent paraître légitimes. Est-ce qu'une partie de la stratégie de guerre de Benyamin Netanyahou n'est pas destinée à prolonger son pouvoir politique et éventuellement à diluer son tracé judiciaire éventuel? Est-ce que les surenchères que l'on voit dans le dossier des otages ou bien dans les dossiers de sécurisation au nord ou au sud du pays ne sont pas liées
à des intérêts électoraux ou gouvernementaux de tel ou tel parti. On peut aussi se poser la question légitime. La clarification politique qui a suivi la guerre du Kippour n'est pas advenue en Israël. Comme si la société politique israélienne n'arrivait pas à tenir compte de ce qui s'est passé pour se régénérer. Par ailleurs, on trouve au cœur du problème en amont, la division, et de ce blocage en aval, l'incapacité à changer de politique, à remettre en question les gouvernants, le même fléau, la proportionnelle, cette proportionnelle, qui finit par bloquer le jeu en donnant trop de pouvoir à trop peu de monde. Oui. Alors, non, effectivement, je vais vous dire, Christophe, la proportionnelle, je vais répondre directement à votre question. Binyamin Netanyahou aurait dû, et je l'ai dit, vous m'avez entendu le dire déjà plusieurs fois depuis le mois de décembre 2023, Binyamin Netanyahou aurait dû démissionner et il aurait dû y avoir des élections. Il aurait dû aussi, à défaut de démissionner, il aurait dû reconnaître ses erreurs ou sa responsabilité ministérielle. Même si les généraux ne l'ont pas prévenu le 7 octobre au matin, il endosse une responsabilité ministérielle. Je vais encore faire référence à ce qui me sert de source et qui est pour moi la source la plus vivace, c'est la Torah. Et regardez, on était la semaine dernière dans la paracha qui parlait de la confrontation entre Joseph et Yehuda. Yehuda, qui va donner naissance à la royauté de David et par la suite au Mashiach. Eh bien, Yehuda, dans son nom, dans le nom de juif, Yehuda, Yehudi, juif, eh bien, il y a cette notion de reconnaissance. On reconnaît, l'éodote, on reconnaît. Un juif n'a pas peur de reconnaître ses erreurs. Yehuda, c'est le premier Choser Bitchouva, c'est le premier qui est revenu, qui a compris ses erreurs, et en tant que tel, il porte de manière avec beaucoup de panache et de prestige l'étendard d'Israël. Il porte la capacité de reconnaître. Netanyahou aurait dû reconnaître. Je suis d'accord. La classe politique israélienne, à cause de la proportionnelle, est devenue une classe politique médiocre. Je le reconnais. Et je disais toujours, et c'est pour ça que je rigolais un peu, je disais toujours, peut-être que finalement, la solution, c'est la majorité. C'est le scrutin majoritaire. Regardez en France la stabilité. Eh bien voilà, la réalité a prouvé à quel point on peut se tromper. Par contre, moi, j'ai tout de même une notion d'espoir, parce que le partage, il faut le savoir, dans la réalité d'Israël aujourd'hui, il ne se fait plus entre gauche et droite. Il ne se fait plus entre laïcs et religieux. Il se fait entre soldats qui ont combattu par dizaines et dizaines de milliers, que ce soit dans la bande de Gaza ou au sud Liban, et civils, ceux qui sont à l'arrière, surtout les politiques. Les politiques sont dépassés. Personne ne les supporte aujourd'hui, que l'on soit à gauche, au centre, à droite, religieux, laïque. En Israël, l'une des aspirations de beaucoup d'Israéliens, c'est de balayer la classe politique actuelle pour en voir surgir une qui pourrait peut-être venir de ces réservistes, de ceux qui ont combattu côte à côte, parce qu'on parlait des divisions. Mais la guerre a permis à la société israélienne de retrouver une cohésion fantastique sur les champs de bataille. C'est terrible de dire ça, mais c'est la réalité. Lorsqu'un soldat réserviste, je mets de côté les soldats du contingent qui combattent comme des héros, lorsque les réservistes pénètrent dans un immeuble piégé dans la bande de Gaza, ils ne demandent pas si tu es de gauche, si le soldat qui va les couvrir pour rentrer à l'intérieur est de gauche, de droite, laïque, religieux, orthodoxe. Ils y vont ensemble, ils sont ensemble. Et ce qu'il faut entendre, c'est leur message. Et leur message est de dire, débarrassez-nous de tout ça. Nous restons unis, nous avons été unis au combat, nous savons pourquoi nous combattons. Et eux, ils sont très fermes là-dessus. Ils disent, continuez, il faut continuer le combat. Et qu'il soit de gauche, de droite, de centre,
là où nous, confortablement installés dans nos fauteuils, on se dit, bien, peut-être qu'il faudrait mettre fin à cette guerre, encore des morts, encore... Ils disent non, 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 on veut aller jusqu'au bout. On est capable d'y aller. Alors, moi, j'ai un espoir, certains me diront peut-être un peu naïf, de voir jaillir de cette société israélienne militarisée l'avenir de la vie politique israélienne. Et j'ai un petit espoir qui est récent. Il y a 2 jours, vous avez entendu certainement parler d'une proposition justement autour d'un changement dans la réforme judiciaire. L'un des points on va dire, pierre d'achoppement de la réforme judiciaire, c'était la commission de nomination des juges de la Cour suprême. Eh bien, il y a un accord qui est intervenu entre le ministre de la Justice, Yariv Levin, qui est le père, l'artisan de cette réforme, et Gideon Sa'ar, qui est le ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Justice. Mais qui a initié cet accord ? Eh bien, ce sont 2 pairs, 2 personnalités. L'un est d'un ancien ministre du parti de Benny Gantz, Yissar Shai. L'autre est un ancien général qui est le patron, qui était le chef des pompiers israéliens, qui s'appelle David Simri. Eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont assis ensemble. Ils ne pensent pas du tout la même chose sur le plan politique. Ils se sont assis ensemble et c'est eux qui... Pourquoi ils se sont assis ensemble ? Parce que leurs 2 enfants sont morts le 7 octobre. Leurs 2 enfants sont morts le 7 octobre. Et ils ont dit, il faut que nous puissions tirer les leçons de ce qui nous est arrivé et qu'ensemble, on puisse trouver un dénominateur commun pour modifier cette commission de formation de commission de nomination des juges. Et peut-être qu'ils sont en train d'arriver. Et je suis convaincu, en tant qu'observateur et acteur, on va dire, parce que je suis là-bas depuis 45 ans, que c'est comme cela que l'on pourra voir surgir dans la société israélienne des éléments qui sont méritants, qui se sont distingués pendant cette guerre, que ce soit des civils, mais surtout aussi qui se sont distingués au combat. Alors, tu parles d'unité en Israël, tu as aussi fait allusion à la situation compliquée en France. Et justement, c'est intéressant aussi d'avoir le regard de Christophe parce que le 7 octobre, on l'a vu, a provoqué beaucoup d'antisémitisme. Certains juifs en France qui n'ont pas forcément de lien avec Israël se sont aussi sentis très attaqués finalement dans leur identité, dans leur judaïsme. Certains se sont rapprochés d'ailleurs de leur foi ces derniers mois. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, le 7 octobre a créé des fractures très profonde dans la société française. On n'a pas vu cette unité, cette envie de rassurer finalement les Juifs et Israël en France. C'est pas ce qu'on a ressenti en tout cas. Non, c'est pas ce qu'on a ressenti du tout et c'est très révélateur et très inquiétant sur ce qui est devenu la société française et la classe politique française. Cette brutale résurgence comme une éruption volcanique venue des profondeurs d'un antisémitisme qu'on pensait au minimum contenu et peut-être dans l'idéal quasiment réduit à néant. Et il a ressurgi comme si plus de 50 ans de pédagogie après la Shoah n'avaient servi à rien ou à pas grand-chose dans ce pays. C'est très inquiétant. Moi, au matin du 7 octobre, j'ai craint que dans notre pays, il y ait des ripostes et qu'on voit des exactions contre des musulmans, contre n'importe quelle population, pour leur faire payer ici ce que le Hamas avait fait là-bas. Et on n'a pas vu des ripostes, on a vu des répliques. Et ça m'a glacé. Je ne vais pas faire le détail, vous le connaissez mieux que moi, de la litanie des actes antisémites et des propos antisémites qu'on a tenus. J'insiste sur un point, c'est parce qu'il a été pour moi particulièrement riche d'enseignements sur ce que peut devenir une société quand le pire d'elle-même en sort. Ce sont les arrachages d'affiches d'otages. Ce sont ces gens très bien élevés, très diplômés, avec des beaux manteaux dans les rues du 7e ou du 16e arrondissement de Paris, qui nuitamment traversaient le trottoir pour arracher sur un arbre ou un réverbère la photo d'un bébé retenu en otage. Voilà. Qui ne pouvaient pas s'empêcher de le faire. C'est-à-dire que tous les verrous éthiques, éducatifs, moraux, politiques, enfin tout ce qu'on a construit depuis la Shoah pour éradiquer tout antisémitisme de la population française avait été vain. Et que d'un seul coup, de manière presque instinctive, ressortait un antisémitisme de braves gens. Pas un antisémitisme de crâne rasé hooligan, non.
de gens très bien éduqués. Il y a eu comme ça une dame dont le nom a défrayé la chronique, qui était une responsable de Radio France, je crois, qui avait un CV impeccable. Et ben voilà ce qu'elle était capable de faire, arracher la photo d'un bébé otage dans les tunnels de Gaza. Et je me suis dit, waouh, si la France en est là, c'est très inquiétant. À côté de ce phénomène sociologique, mais qui est peut-être le plus inquiétant, il y a aussi ce qui s'est passé au niveau politique. On a vu la classe politique exploser, se fracturer, et notamment, on a vu l'expression virulente, radicale et réussie d'un antisémitisme de gauche, ou d'une gauche populiste, puisant dans l'antisémitisme un carburant supplémentaire pour l'ajouter à tous ces autres carburants de radicalité sociale, de démagogie diverses et variées, enfin tout ce qui fait le populisme. Et ils se sont dit au lendemain du 7 octobre, bah tiens, si on rajoute encore un peu d'antisémitisme dans le cocktail, notre voiture va avancer plus vite. Et ça a marché. Parce que quand vous regardez les élections européennes de 2019 et de 2024, tout le monde s'est félicité, Raphaël Glucksmann, 13%, la gauche revient. En fait, il n'a fait que récupérer les voix qui quittaient l'écologie politique. Il y a eu un vase communicant. Pendant ce temps-là, la liste de LFI passait de 6 à presque 10%, gagnait 1 million ou 2 millions de voix. L'effet Rima Hassan a joué à plein dans ces élections. Et le progrès de Glucksmann et de la gauche social-démocrate, c'est un progrès au détriment des écolos, des vases communicants. Le progrès de Rima Hassan et de la France insoumise, c'est l'arrivée de ce que Jean-Luc Mélenchon a célébré un mois plus tard, le 7 juillet, au soir du second tour des législatives, quand il a remercié la France nouvelle. Et pour lui, la France nouvelle, c'est cette France qu'il est allé chercher depuis une dizaine d'années, dans les quartiers, comme on dit facilement, en leur promettant des concessions majeures aux revendications de l'islam politique et en les réjouissant avec les discours, les propos, les dérapages antisémites depuis le 7 octobre. Il est allé chercher un nouvel électorat, une France nouvelle, et cette France nouvelle a répondu présente au moment des européennes. Alors, il faut être très inquiet de cela. Il faut se dire que les électorats sont volatiles, que tout phénomène électoral peut se combattre, etc. etc. Il ne faut pas non plus baisser les bras. Mais on a vu surgir cela. L'antisémitisme de gauche, il est historique dans notre pays. Alexis Lacroix en a fait un livre il y a quelques années. On le trouve chez beaucoup de penseurs marxistes et post-marxistes anticapitalistes. Ce n'est pas une nouveauté. Il n'y a pas qu'un antisémitisme de droite et d'extrême droite. Il y a un antisémitisme de gauche. Qu'il soit revenu de manière aussi efficace, aussi nouvelle, puisqu'il a trouvé une sociologie nouvelle. Ce n'est pas les ouvriers anticapitalistes des corons ou de la sidérurgie, c'est une nouvelle sociologie. Et que surtout, il soit au cœur de la force dominante de la gauche. Ça, c'est inquiétant. 7 octobre, la gauche explose. La NUPES explose, puisque ceux qui restent du bon côté, Glucksmann, une partie du Parti socialiste et certains écolos, disent avec la France insoumise, plus jamais. C'est plus possible. Là, sur le 7 octobre, ils ont franchi toutes les lignes rouges de la décence et de la morale. Nous ne pourrons plus jamais avoir d'accord électoral avec la France insoumise. 48 heures. Il a fallu 48 heures après la dissolution pour que l'accord électoral soit signé, la NUPES devenant le NFP. Et parmi les 14, je crois, organisations qui signent l'accord de la NFP, il y a Place Publique, c'est-à-dire Raphaël Glucksmann. Comment peut-on avoir, pendant 6 mois, tenu des propos aussi définitifs sur la rupture ontologique avec Mélenchon et en 48 heures, vendre son âme pour sauver des sièges? Alors je sais bien que les partis politiques vous disent, attendez, si on sort de l'Assemblée, on n'existe plus. Donc il faut y rester à tout prix, quoi qu'il en coûte. Mais rassurez-vous, on n'est pas dupe de Mélenchon, on n'est pas dupe de la France insoumise. Il y aura d'autres échéances, il y a la présidentielle, on est en train de les dominer, ils sont en train de perdre du terrain. Je ne suis pas sûr du tout, quoi. Ça me semble être un comportement profondément munichois. Donc ça, c'est très, très, très inquiétant. Ça a nourri, mais c'est finalement anecdotique, la cécité, l'aveuglement et l'erreur totale d'Emmanuel Macron quand il prononce la dissolution, puisque c'est sur la base de ce schisme du 7 octobre qu'il s'est dit, si je dissous, la gauche sera incapable de se réconcilier, elle va aller diviser à l'élection.
Pendant ce temps-là, la droite, qui vient encore de prendre un camouflet aux européennes, va venir à moi pour signer un pacte de gouvernement parce que depuis 2 ans, on l'a vu sur les retraites, on n'était pas loin de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? La gauche se reconstitue dans un FP dominé par LFI en 48 heures et la droite non seulement ne vient pas à Macron, mais une partie de la droite va à Le Pen. Donc il a perdu sur toute la ligne. Donc voilà ce que j'ai vu, moi, dans la classe politique et dans la société française, comme résultat de l'onde de choc du 7 octobre. Ça n'est pas fini, ça va durer. On a un rendez-vous très important de requalification de la classe politique et de la France politique en 2027. Alors comment se passera cette échéance de 2027 ? Personne ne peut le dire, ça dépendra beaucoup de facteurs extérieurs. Il n'y a qu'une seule chose, et je terminerai par là, qui me tient à cœur, c'est que toute idée d'une présidentielle anticipée par démission de Macron serait une catastrophe. Pas parce que Macron s'en irait, il est à bout de souffle et le plus tôt sera le mieux. Mais faire une présidentielle de cette importance avec 30 jours de campagne électorale, entre 20 et 35 dit la Constitution, ça serait une catastrophe. Aucun parti ne sera capable de mettre un programme cohérent sur pied. Aucun candidat n'aura le temps de convaincre ses citoyens. On aura droit à une surenchère démagogique, à une bataille de populistes. Ça se terminera par un second tour Mélenchon-Le Pen, avec la victoire évidente et large de Le Pen. Ce que souhaite Mélenchon, puisque de cette victoire de Le Pen, il attend la révolution. C'est-à-dire l'alliance de cette France nouvelle, qui s'est félicitée du 7 octobre, et de l'extrême gauche, qui a sorti les bouteilles de champagne quand Le Pen est mort. C'est-à-dire contre le pouvoir de Le Pen, Marine Le Pen élue en 2027, enfin, nous provoquons la révolution avec son avant-garde intellectuelle, Sciences Po, Rima Hassan, et sa profondeur sociologique, la France des quartiers. Et c'est ce scénario-là que je veux à tout prix éviter pour mon pays dans les 2 ans qui viennent. Et on va revenir... On va revenir sur la situation politique en France, mais Daniel, sur l'antisémitisme, c'est vrai qu'après le 7 octobre, on a vu beaucoup de juifs en France qui se sont, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, repliés un petit peu sur eux-mêmes, en tout cas se sont ressoudés. Et dans votre livre, vous dites justement les ennemis d'Israël n'ont eu de cesse de vouloir nous éloigner de notre identité juive, mais en fait, ils nous y ramènent avec les attentats, avec tout ce qui se passe contre Israël. Oui, effectivement, c'est un phénomène que l'on doit analyser. On peut analyser sous le prisme de ce qui se passe en France, mais je crois qu'on peut l'analyser et le comprendre. Il suffit d'ouvrir les yeux, encore une fois, par rapport à ce qui se passe en Israël. Les pères fondateurs du sionisme moderne, et je dirais, quand Christophe a dit lutter contre l'antisémitisme, les pères fondateurs du sionisme moderne, on va dire le sionisme moderne, s'est créé sur la supposition qu'il n'était pas possible de vaincre l'antisémitisme. Qu'il n'était pas possible de vaincre l'antisémitisme et que les Juifs ne pouvaient pas continuer à vivre à long terme dans une forme d'hostilité ambiante. Et donc, il fallait créer un État pour les Juifs en Eretz Israël, sur la terre d'Israël. Eh bien, ce qui s'est passé lorsque les pères fondateurs ont créé l'État d'Israël, et c'est très important, à mon avis, de le souligner, parce que je crois que c'est un des changements tectoniques qui se déroulent actuellement sous nos yeux dans la réalité israélienne, c'est de constater que ce sont nos ennemis qui nous ramènent vers un paramètre de notre identité qu'à vous, Juifs de France, vous connaissez bien, c'est le paramètre juif de cette identité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Les pères fondateurs, lorsqu'ils ont créé l'État d'Israël, ils l'ont créé comme État juif, bien entendu, ça s'est formulé dans la déclaration de l'indépendance, mais cette définition voulait montrer que, eh bien, il y a de retour sur sa terre, le peuple juif va pouvoir redéfinir cette identité, être plus israélienne. Et moi, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec Aleph Bet Yehoshua, le très célèbre intellectuel, écrivain israélien, qui me disait, mais mon identité, elle est israélienne. Juif, c'est mon identité de diaspora. Israélien, c'est mon identité en Israël. Elle est pleine, elle est entière. Et je me rappelle lui avoir dit, mais qu'est-ce que tu mets dans cette identité israélienne ? Et il m'a dit, eh bien, je mets la musique israélienne, la littérature israélienne, les arts israéliens. J'ai dit oui, c'est vrai.
c'est intéressant. C'est effectivement ce qui s'est passé au cours des 30-40 premières années de l'histoire de l'État d'Israël, avec, lorsque, on va dire sur le plan politique, le parti dominant, c'était le parti de la gauche israélienne, le Mapai israélien. C'était dans la perception des pères fondateurs du sionisme de dire on reste juif, on connaît nos origines dans les textes, on connaît le lien entre le peuple et la terre, mais on va se débarrasser du fardeau de la tradition qui nous a préservés en diaspora. On n'a plus besoin de tout cela, on va aller vers une nouvelle définition. C'est un peu comme ça qu'on peut comprendre ce qui est arrivé à beaucoup de nos frères marocains lorsqu'ils sont arrivés dans les années 50 et 60 en Israël. Ils ont été, on va dire, endoctrinés vers une forme de laïcisme sioniste, socialiste, qui était extrêmement dominant. Ce qui s'est passé, et c'est flagrant, depuis 55 ans, depuis la guerre des 6 jours, mais avec beaucoup plus d'intensité ces 30 dernières années, c'est que ce sont nos ennemis qui nous ramènent vers notre identité juive. La guerre des 6 jours a provoqué un réveil identitaire, essentiellement d'ailleurs en diaspora. La Aliyah de France, elle ne commence véritablement qu'au lendemain de la guerre des 6 jours, avec des personnalités que l'on connaît, comme André Neher, comme Manitou, comme Beno Gross. Elle ne commence qu'après. Et à chaque fois, à chaque guerre, il y a un mouvement qui se produit dans la réalité israélienne. Les pères fondateurs qui voulaient ce moule du sionisme laïque socialiste, eh bien, ont vu peu à peu, à la suite de l'agression des armées arabes au départ, puis des organisations terroristes, ils ont vu glisser la population israélienne peu à peu, sur le plan politique, vers la droite, et sur le plan spirituel, vers plus de religion. La guerre de Kippour réveille, après la guerre de Kippour, qui a précédé de 3 ans l'arrivée de Menachem Begin au pouvoir, elle a provoqué un glissement des aveux de l'establishment de l'époque, Golda Meir, démission, mais aussi un mouvement de retour vers la tradition, de Chazara Bitshuva. Et ce phénomène, il existe, il s'est répété. Il est marquant depuis, en particulier, moi je le mentionne depuis la Seconde Guerre du Liban en 2006, parce que c'est là que, quelque part, s'est produit un déclic, y compris dans certaines franges de la gauche israélienne. Je cite souvent Ari Shavit, qui était un éditorialiste très célèbre du Haaretz, qui, après la Seconde Guerre du Liban, au moment de la Seconde Guerre du Liban, écrit un éditorial en disant « Je ne comprends pas. Nous sommes, et c'est toujours les mêmes ennemis de 2006 et aujourd'hui, nous avons évacué la bande de Gaza unilatéralement en 2005. Vous le savez, les habitants du Gush Katif qui ont été déplacés, sans contrepartie. Nous avons évacué le sud Liban en 2000, unilatéralement, sans contrepartie. On nous a accusés d'être des occupants, nous retirons nos forces unilatéralement. Et c'est de ces 2 endroits dont nous sommes retirés, que le Hamas au sud, sunnite, et le Hezbollah au nord, chiite, ils viennent chercher Gilad Shalit, puisqu'on a parlé de lui en 2006, le 25 juin 2006, et 3 semaines après, il y a la Seconde Guerre du Liban, déclenchée à la suite de la capture de 2 réservistes israéliens, Eldad Regev et Ehud Goldwasser. Et alors, il y a des gens honnêtes qui se disent mais quoi ? Le problème, c'est pas un problème territorial, puisqu'on s'est retiré unilatéralement. C'est qu'il y a quelque chose de plus derrière. C'est qu'ils cherchent notre destruction. Et là, on prend conscience que toutes les discussions de territoire entre territoires en échange de la paix, de 2 États, eh bien, on ne les comprend pas. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ancré de plus en plus dans la réalité israélienne. Il y a ce glissement, il se traduit sur le plan politique, je vous l'ai dit, par une majorité de la population israélienne qui est à droite aujourd'hui, la droite modérée, la droite sioniste religieuse, plus nationaliste, plus Ben Gvir, plus Smotrich, tout ce que vous voulez. Il y a une forte majorité. Elle n'est pas reflétée parce qu'il y a le fameux parti des anti-Bibi, mais elle existe. Les prochaines élections devraient le montrer qu'il y a une infime. La gauche israélienne traditionnaliste qui était au pouvoir pendant 40 ans, elle a 10 mandats aujourd'hui dans la Knesset, 10 mandats sur 120. Donc il y a ce réveil. Et ce réveil, quelque part, il permet de prendre une nouvelle dimension. Je vous disais tout à l'heure, je parlais du maintenant.
Hein. Moi, je dis qu'il y ait, dans la société israélienne, il y a une confrontation entre les gens du maintenant, du now, hein, Shalom Arshav, Peace Now, les otages Arshav, tout maintenant, l'instantané, et ce que j'appelle les gens du Netzar. En hébreu, Netzar, c'est l'éternité. Il y a de plus en plus de gens qui disent, pour comprendre les événements tectoniques, les événements grandioses qui sont en train de nous arriver aujourd'hui, on ne peut pas rester dans la dimension du maintenant. Je vois les gens du maintenant parler, ils sont dans la déprime, ils sont dans l'état de catastrophe. Chaque événement, chaque développement chez les otages, chaque soldat qui tombe, c'est un déchirement. C'est un déchirement. Je ne sais pas si j'ai le temps de parler de choses plus personnelles, mais j'étais hier à la table du Shabbat, avec mon meilleur ami, qui a perdu son fils il y a 2 mois au Liban. Le commandant Eliav Abitbol. Et il me racontait des choses, mais vous ne pouvez pas imaginer, c'est-à-dire des choses que l'on n'entend pas. Il me disait, tu sais qu'est-ce que j'ai dû faire ? J'ai dû reprendre toutes les factures de mon fils et téléphoner. Imaginez ce que font des parents d'enfants qui sont tombés. Et téléphoner. J'ai téléphoné à l'autoroute Kvish 6, l'autoroute 6, parce que j'ai regardé, il y avait des factures à payer. Et j'ai téléphoné, j'ai dit voilà, c'est mon fils, Eliav Abitbol. Et la fille de l'autre côté, elle me dit, excusez-moi si je suis un peu ému, elle me dit, Eliav Abitbol, mais oui, je sais, c'est lui qui a donné un rein à une jeune fille. Et il connaissait tout. C'est dans cet environnement que l'on comprend. C'est-à-dire, mais si on voit toutes les choses, chaque événement dramatique qui se passe, uniquement dans la dimension du maintenant, mais on ne tient pas le coup. On ne peut pas tenir le coup. Par contre, si on le voit dans la dimension historique du peuple juif, dans la dimension de l'éternité du peuple juif, je sais que j'utilise des termes qui ne sont pas, on va dire, conventionnels dans les médias, mais ça ne peut pas s'expliquer autrement. Ça ne peut pas s'expliquer autrement. On tient, c'est-à-dire, les pères fondateurs du sionisme moderne ont eu le mérite de créer l'État d'Israël, de le développer, d'en faire un des États les plus performants de l'histoire. Mais oui, je suis fils de rabbin, petit-fils de rabbin. Je dis, si les rabbins avaient dû créer l'État d'Israël, eh bien, on y serait encore. On y serait encore. Eh bien, eux, ils ont eu le mérite d'avoir fait ça. Ben Gurion, Golda Meir, Rabin, tout cela, ils ont eu ce mérite. Mais il faut que ça tienne dans l'histoire. Ça ne peut pas être 1, 2, 3, 4 générations. Il faut que ça tienne dans l'histoire. Et pour que ça tienne dans l'histoire, il faut qu'il y ait cette dimension historique. Les pères fondateurs ont oublié, ils reconnaissent eux-mêmes aujourd'hui, ceux qui sont leurs descendants, ils reconnaissent aujourd'hui que ça s'est estompé dans l'éducation nationale, qui est souvent la clé, on va dire, de l'identité. Eh bien, ça s'est dispersé. Eh bien, aujourd'hui, eh bien, il y a de plus en plus d'Israéliens qui disent qu'il faut faire un zoom out, comprendre dans quelle dimension on est. Et moi, j'ai tendance à dire, on est à une période charnière de notre histoire. On est à une période charnière de notre histoire. Moi, je le vis, et je le vis intensément, mais je ne suis pas le seul à le vivre comme ça. Il y a dans la société israélienne des milliers, des dizaines et des centaines de milliers de gens qui le vivent, et qui comprennent cette dimension historique, cette nécessité de prendre du recul et de comprendre où on se situe dans l'histoire éternelle du peuple juif. Il y a une phrase qui revient souvent, c'est « Am hanetzar lo mefached miderech aruka ». Le peuple de l'éternité n'a pas peur des longs cheminements. Et si on veut chercher la victoire, une victoire sur nos ennemis, eh bien, elle est peut-être dans ce secret-là, le secret de l'éternité d'Israël. Parce que vous voyez, Netzar, en hébreu, et Nitzachon, victoire, c'est exactement la même racine.
Alors, on va avancer rapidement. Une réaction, Christophe. Juste un mot, je trouve cette distinction très belle et très très profonde. Maintenant ou éternité. Archav ou Netzach, c'est ça. C'est très très profond. Souvent, on entend les gens dire comment ça va se finir ce conflit. Mais je crois que la bonne question, c'est comment ça ne va pas se finir. Parce qu'on est dans une dimension séculaire, peut-être éternelle, et que simplement, il faut que cette marche zigzagante de peuples antagonistes se fasse avec le moins de dégâts possible, le moins de morts possible. Alors, je veux bien accepter que l'idée de solution à deux États, telle qu'elle est professée depuis une cinquantaine d'années, en tout cas à travers Camp David ou Oslo, soit une idée obsolète. Mais dans ce cas-là, il faudra la remplacer par une autre solution à deux États. Parce qu'il y a deux peuples. Et qu'à un moment donné, il faudra bien deux organisations administratives, territoriales, de coexistence, d'imbrication, qui doivent porter l'espoir de la paix. Je ne crois pas à une sorte de piège du grand maelstrom, allez hop, un seul État, tout le monde au milieu, et chacun se dit, la victoire démographique, elle sera pour les Palestiniens, et ça, c'est le calcul de la gauche radicale. C'est-à-dire, voilà, on va les noyer de l'intérieur en leur faisant croire que c'est la paix. Je crois profondément qu'il faut continuer à rechercher cette solution à deux. Alors peut-être que c'est le terme État qui devient obsolète dans un moment contemporain où les monnaies n'appartiennent plus aux États, où les décisions n'appartiennent plus aux États, et on est en train de passer dans un autre chapitre de l'histoire humaine. Néanmoins, cette recherche d'une solution à deux, elle va poser à Israël assez rapidement le problème de ce que certains appellent les colonies et les autres les implantations. Et comme disait Mitterrand avec un sourire ironique, oui, les territoires disputés, pour éviter toute confusion lexicale. Et ça sera un moment d'interrogation des électeurs israéliens sur ceux qu'ils vont élire, à mon avis, fondamental. Mais il faut regarder l'histoire, Christophe. L'histoire, elle nous donne une occasion de voir. Il y a eu cette démarche, je le disais, le Gush Katif, le bloc d'implantation dans la bande de Gaza, qui a été évacué en 2005. C'était une opportunité fantastique pour les Palestiniens. Il n'y avait pas encore le Hamas là-bas. Il n'y avait pas encore le Hamas. Je me souviens, moi, de Jacques Chirac qui avait proposé à Serge Trigano de construire un club med à Gaza. Certains d'entre vous s'en souviennent. Mais une grande partie du chemin, il est à faire du côté, en effet, palestinien. Parce qu'il n'y a plus de force politique légitime, il n'y a plus d'organisation, tout est à reconstruire, bien sûr. Mais pour être à deux, il faut que l'autre existe, et l'autre n'existe pas. On est d'accord que l'autre n'existe pas. On est d'accord qu'on n'a pas de partenaire en face. On est d'accord. Et à partir de ce moment-là, il vaut mieux, par rapport à l'histoire, surtout lorsque l'on sait que, aujourd'hui encore, c'est-à-dire un an, les derniers sondages plus ou moins fiables, un an après la guerre, donnaient dans la rue palestinienne une nette victoire au Hamas. D'accord ? Donc on a le droit d'être prudent. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les habitants du pourtour de la bande de Gaza, des gens, comme je disais, des gens de l'idéologie traditionnelle du sionisme laïque socialiste, qui disent « nous, on ne veut pas ». Je ne sais pas si j'ai besoin de reprendre des déclarations de gens de Be'eri, de Reim, de Kfar, de Nahaloz, qui disaient « on veut voir Gaza rasé ». On veut pouvoir voir la mer. Et c'est ce qui est en train de se passer parce que il faut parfois lutter. C'est un grand débat dans la société israélienne. Je voudrais vraiment qu'on comprenne que ce sont des débats. C'est aussi un débat que j'ai eu avec mon ami Marc Abitbol hier à table. Parce qu'un ami à moi, un responsable qui a une responsabilité au Shin Bet, m'a dit la question que l'on se pose, c'est est-ce que pour vaincre, on utilise les armes de la cruauté de nos ennemis. Eh bien, mon ami, qui a perdu son fils il y a 2 mois, m'a dit « pas question, pas question. On doit rester, si on nous enlève cela, si on nous enlève notre morale, notre éthique, eh bien, il ne nous reste rien. » Si vous devenez votre ennemi, l'ennemi a gagné. Ben oui, alors comment on fait ? Voilà la confrontation. Et cette confrontation, elle est bien plus profonde que le dossier 2 États, 2 peuples. 2 États, 2 peuples. Je me souviens de Teddy Kollek qui me disait en 1998, à l'occasion du 50e anniversaire de l'État d'Israël, il me disait « la paix, c'est un bout de papier.
La réconciliation entre les peuples, c'est une autre affaire. Il a dit la paix, on peut la signer au bout de quelques semaines parce que c'est les hommes politiques qui voudront la faire monnayer dans leur carrière. Mais la réconciliation, ça prendra des dizaines d'années, m'a-t-il dit. Et on était en 98, on était encore dans l'ère où on pensait qu'Oslo allait réussir. Donc on n'y est pas encore. Aujourd'hui, la prudence par rapport au 7 octobre, elle nous oblige à faire attention, à ne pas soulever des débats qui sont aujourd'hui totalement dépassés ou qui sont aujourd'hui en tout cas certainement prématurés. Alors malheureusement, il nous reste très peu de temps. Je vais d'abord revenir, alors c'est important avant de parler de la situation politique en France, sur les liens entre la France et Israël. Parce que c'est vrai, le 15 octobre 2023, je crois, lors d'un conseil des ministres, 2024, Emmanuel Macron a déclaré qu'Israël a été créé par une décision de l'ONU. Un peu plus tard, le président de la République a déclaré à propos d'Israël, on ne défend pas une civilisation en semant la barbarie. Alors le CRIF a dénoncé des propos inacceptables. Est-ce là, Christophe, rapidement, le signe d'une détérioration des relations entre la France et Israël ou plutôt entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou? Moi, je pense que c'est surtout lié à ces deux personnalités qui sont dans des moments crépusculaires de leur parcours et qui, évidemment, trouvent dans la surenchère et dans la création d'un bras de fer, dont ils savent par ailleurs qu'il n'ira jamais trop loin, une manière de faire bloc autour d'eux. Ce qui a été prouvé depuis octobre 2023, c'est que le « et en même temps » macroniste, largement épuisé dans tous ses domaines d'action, était inopérant en géopolitique, totalement inopérant. Je ne suis pas certain que l'activisme volontariste de coup de bélier de Trump réserve que des bonnes surprises. Je ne suis pas certain que le coup de pied dans la fourmilière permanent soit quelque chose de constructif à moyen terme. Et au passage, je ne suis pas du tout certain que ce qui se passe en Syrie soit une bonne nouvelle pour Israël et pour l'Europe, mais on verra bien ce que l'avenir nous dit. Mais ce qui est évident, c'est que le « et en même temps » macroniste appliqué au Proche-Orient ne fonctionne pas. Vers l'Orient compliqué, je m'embarquais avec des idées simples, on sait que ça ne marche pas, mais avec des idées binaires, ça ne marche pas non plus. Ce chaud-froid d'Emmanuel Macron, qui est le reflet aussi d'une certaine impuissance de la France à véritablement peser sur les événements en Israël et encore plus au Liban, ce chaud-froid a été inopérant. Moi, je ne m'inquiète pas plus que cela. Ce sont quand même deux pays, deux peuples qui viennent de peuples sûrs de lui et dominateurs. Donc des crises à la suite de propos déplacés ou de verbes provocateurs, on en a eu d'autres et des plus graves. Donc ça retrouvera un équilibre et ça retrouvera une harmonie quand le moment sera venu. Mais il va de soi qu'il faut une évolution politique et géopolitique au Proche-Orient, une sorte de nouvelle stabilité. Et puis il faut que, là encore, à l'occasion de la présidentielle 2027, la France tranche les différends qu'elle a elle-même dans son attitude vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis des problématiques du Proche-Orient. Et ça ne sera évidemment pas la même chose si on a un second tour Mélenchon-Le Pen ou si on a un second tour Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann. Ça ne sera pas le même niveau de débat. On va parler de la situation politique. Daniel, une réaction? Comment cette attitude d'Emmanuel Macron, peut-être de la France dans son ensemble, est perçue en Israël? J'ai tendance à dire... le même tentisme, c'est à la limite possible en France, c'est pas possible en Israël. On est face à des défis qui sont extrêmement importants et c'est pas possible d'envisager qu'on soit dans cette même dimension. Par contre, je dois vous avouer très clairement, je ne veux pas vous décevoir, mais en Israël, la voix de la France, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. La France a trop péché par un peu arrogance et en voulant donner des leçons, en voulant jouer un rôle sans jamais jouer un rôle. Et que cette voix, elle n'est pas écoutée aujourd'hui. Alors, ce n'est pas parce que Benyamin Netanyahou est un Américain, on va dire, à Jérusalem, mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce sont les Américains qui sont les alliés les plus solides d'Israël, avec toutes les difficultés que ça peut avoir. Ça a eu dans la seconde partie de la guerre. Mais ce sont les Américains, l'Europe, la France. En Israël, regardez, la démographie en Israël, elle est galopante. Elle est je parlais de gens, il y a de plus en plus de gens religieux, de gens qui ont des familles, les religieux et les orthodoxes qui ont des familles à de 6, 7, 8, 9 enfants. Et la démographie, le taux de natalité en Israël est parmi les plus élevés au monde.
Et on voit ça en Israël, même dans les milieux plus laïques, comme une forme de vitalité quelque part. Et lorsque l'on parle de l'Europe en Israël, et que l'on place, on voit les données démographiques qui sont effrayantes, c'est-à-dire il n'y a pas de renouvellement, on est en deçà du 2,1 enfants, qui est le taux de natalité de reproduction. Et bien on se dit, le vieux continent, il n'est pas seulement vieux parce qu'il a été peuplé le plus longtemps, mais parce qu'il est vieux dans l'esprit. Et ce qui distingue d'une certaine manière la société israélienne de l'Europe aujourd'hui, c'est cette vitalité, c'est cette nécessité face à l'adversité de se ressaisir. Comment les Israéliens se sont ressaisis le 7 octobre. Moi, toujours je parle du 7 octobre, je dis on ne peut pas parler du 7 octobre que comme une journée de catastrophe. C'est une journée aussi où les Israéliens se sont réveillés, ils sont sortis, ils se sont mobilisés, ils sont venus des quatre coins du monde. Vous avez vu ça? Ils sont venus des quatre coins du monde. Dans la place d'Izengov, qui le 6 octobre était la place de la discorde, le 8 octobre, c'était la place de l'unité retrouvée d'Israël, où des Israéliens de gauche, de droite, du centre, des jeunes, des plus âgés, de gauche, tous faisaient des colis pour les soldats qui partaient au combat et pour les habitants du sud de la bande de Gaza, du pourtour de la bande de Gaza qui étaient en train d'être évacués. C'est cette capacité de se réveiller, de ne pas sombrer dans une forme de déprime. Et on considère que l'Europe est un pays, à quelques exceptions près, avec des pays qui sont un peu, qui pour certains ont sombré dans le populisme, comme la Hongrie, la Roumanie, etc., eh bien, c'est un pays qui est en pleine déprime. Et quelque part, du côté israélien, on a beaucoup de mal à s'identifier à cela. Ça, c'est un point que je voulais mentionner, en tout cas. Alors, on va passer aux questions-réponses avec le public. Juste avant, une question quand même pour Christophe par rapport à l'actualité en France. Le Premier ministre va prononcer, Christophe, mardi, sa déclaration de politique générale. Il espère convaincre, évidemment, une partie de la gauche de ne pas le censurer pour rester à Matignon. Il y a la question aussi de la réforme des retraites. On est véritablement là, Christophe, dans une période charnière en France. Oui, bien sûr. Mais ce que cherche à avoir François Bayrou, c'est juste un kit de survie pour aller jusqu'à l'été. Si là, il arrive à obtenir un pacte de non-censure avec les socialistes, d'abord, ça va le fâcher avec la droite. Gérard Larcher est très clair aujourd'hui dans la presse. Donc, il va retrouver un problème sur la droite, peut-être pas de censure, mais un problème de soutien politique. Et puis surtout, ça ne le mènera pas au-delà du budget. Ensuite, s'il veut faire des réformes profondes, structurelles, il n'en aura pas les moyens politiques. En juillet, on change de période, puisque le droit de dissolution revient. Donc les partis vont faire un peu plus attention. Et surtout, les grands partis ne vont avoir Dieu que pour les municipales et après les régionales. Sauver les territoires, sauver les villes. À gauche, on n'aura pas du tout envie d'une dissolution et d'une élection nationale avec les accords ou pas avec LFI, alors qu'on se bat sur le terrain pour sauver des villes. Et à droite, tellement affaibli au niveau national, les villes, c'est la bouée de sauvetage. Donc surtout, ne pas parasiter les municipales avec une dissolution et des législatives à l'automne 2025. Donc peut-être qu'il y aura, à partir de l'été, une sorte d'accord politique général pour ne rien faire, mais le faire ensemble. Et on ira peut-être comme ça pendant 1 an et demi jusqu'au grand moment de la présidentielle. Encore faudra-t-il faire de ce rendez-vous de la présidentielle un rendez-vous vertueux et pas un marché de dupes, comme ça a été le cas la dernière fois. Et ça dépend de la situation géopolitique, ça dépend aussi du courage des hommes et des femmes politiques qui s'embarqueront dans cette aventure présidentielle. Merci beaucoup, Christophe et Daniel. Alors, avant de vous donner la parole, les amis, je sais que Daniel, vous accordez beaucoup d'importance dans ce livre au témoignage. Et justement, il y a le témoignage d'un soldat dans votre ouvrage qui vous a particulièrement touché. Et je crois que c'est le témoignage d'un soldat qui est présent ce soir. Je dévoilé ? Ah, bon. C'est pas grave. Oups. Effectivement, moi, il y a beaucoup de témoignages dans ce livre, des témoignages particulièrement émouvants. L'un de ces témoignages, je l'ai recueilli, il s'est exprimé sur I24 News, comme ça a été le cas à plusieurs reprises dans la plupart des témoignages que nous avons insérés dans ce livre. Et puis, après, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Nous prions ensemble à Jérusalem, dans la même synagogue. Il s'agit d'un jeune garçon qui s'appelle Josh Elia. Josh Elia est né à Neuilly.
Il a fait son aliyah à 11 ans avec ses parents et sa famille. Et au moment de son enrôlement, il s'est enrôlé dans la brigade des parachutistes, dans le bataillon 890. Et avec lui s'est enrôlé celui qui est devenu son meilleur ami, Eli Valentin Guénassia, Zichrono Livracha. Ils étaient ensemble le 7 octobre. Le 7 octobre, ils ont été appelés avec leur bataillon. Ils ont pris un hélicoptère avec toute leur unité qui les a déposés quelque part entre Aloumim et Kfar Maïmon. C'est deux des localités du pourtour de la bande de Gaza. Et leur hélicoptère a reçu un missile RPG. Par miracle, ils ont pu tous sortir de l'hélicoptère et donc commencer à combattre. Et je voudrais citer un exemple, une partie de ce témoignage. Nous sommes en phase d'approche, me dit Yosh. Nous sommes en phase d'approche, nous sommes brutalement secoués. Notre hélicoptère vient d'être touché par un missile RPG, tiré par les terroristes. Fort heureusement, nous sommes proches de l'atterrissage, l'appareil s'affaisse au sol, mais le pilote parvient à éviter le crash et ouvre la porte. Nous sommes au milieu d'un champ, à Aloumim, près d'Aloumim. Entré le dernier dans l'hélicoptère, j'en sors le premier. Je m'allonge et ouvre le feu. Il faut souligner que Josh est dans sa brigade, dans son bataillon, ce que l'on appelle en hébreu néguéviste, c'est-à-dire il porte la mitrailleuse lourde avec plus d'1 millier de cartouches, comme son ami Valentin. Je m'allonge et j'ouvre le feu en direction des terroristes qui se cachent derrière des arbres. Mon objectif est d'empêcher que les terroristes puissent tirer dans notre direction avant que tous les soldats soient sortis. Je tire de nombreuses rafales pour couvrir mes camarades, mais sous un autre angle, un terroriste parvient à tirer une seconde roquette RPG qui frappe l'hélicoptère et le fait voler en éclats quelques secondes après que le dernier soldat en soit sorti. Afin de nous protéger, nous progressons à découvert, en alternance. Un de mes camarades est fauché par une rafale ennemie. Je me précipite pour l'évacuer. Il est sérieusement blessé. Un infirmier arrive, je repars et je me mets à couvert. En courant avec mon Negev et mon Barda, je prends une balle sur le flanc droit, précisément entre les 2 plaques de mon gilet pare-balles. On remarque que je saigne, un infirmier me pose une compresse d'urgence. Il propose de m'évacuer, je lui réponds que je veux continuer à combattre. D'un côté, la peur est présente, mais de l'autre, l'adrénaline permet de supporter la douleur de la blessure. C'est dans ce cas précis le meilleur des remèdes. Preuve en est, notre unité va éliminer, au cours des minutes qui vont suivre, près de 60 terroristes du Hamas qui se cachaient derrière les arbres. Notre unité se réorganise et se prépare à entrer dans Aloumim. Il est midi. Soudain, un officier supérieur arrive et modifie les ordres. « Dirigez-vous vers Be'eri, c'est la catastrophe là-bas. Ils ont besoin de renforts. » Nous avançons et nous nous rejoignons vers Be'eri vers 14 heures. Et là, je me retrouve près d'une souka, à l'intérieur de Be'eri, juste derrière un terroriste portant l'uniforme et le bandeau vert du Hamas. Il ne nous a pas vus. J'alerte mon officier qui m'ordonne d'ouvrir le feu. Je tire une rafale, le terroriste s'affaisse et d'un seul coup, en quelques secondes, plusieurs terroristes surgissent. Une intense fusillade s'engage. Au bout de quelques dizaines de secondes, nous apercevons une Israélienne qui s'échappe vers l'intérieur du kibbutz. Capturée par les terroristes que nous combattons, elle a réussi à leur fausser compagnie alors qu'ils partaient vers Gaza sur la sortie ouest de Be'eri. Il est déjà 16h30, nous continuons à affronter des terroristes. Nous avons à chaque fois le dessus. Nous pénétrons dans une nouvelle maison. Je tire une rafale. Avec Valentin, nous nous positionnons derrière la porte. Malheureusement, Valentin ne voit pas qu'il est devant une fenêtre et qu'il est visible de l'extérieur. Un terroriste tire une rafale dans notre direction. L'une des balles frappe de plein fouet Valentin à la gorge. Me trouvant devant lui, je ne le vois pas tomber. Je tire à mon tour. Riposte des terroristes. L'une des balles m'éclate la main. La douleur est insupportable. Par la suite, je découvrirai que toutes les balles de la rafale tirée par le terroriste m'ont touché, mais à l'exception de celle qui a transpercé ma main, les autres se sont logées dans mon gilet pare-balles en céramique. Sans ce gilet pare-balles, je ne serais plus de ce monde. C'est le témoignage de Josh Elia, combattant de la brigade des parachutistes, bataillon 880. Distingue d'une certaine manière la société israélienne de l'Europe aujourd'hui, c'est cette vitalité, c'est cette nécessité face à l'adversité de se ressaisir. Comment les Israéliens se sont ressaisis le 7 octobre. Moi, toujours je parle du 7 octobre, je dis on ne peut pas parler du 7 octobre que comme une journée de catastrophe. C'est une journée aussi où les Israéliens ont
se sont réveillés, ils sont sortis, ils se sont mobilisés, ils sont venus des quatre coins du monde. Vous avez vu ça? Ils sont venus des quatre coins du monde. Dans la place d'Izengov, qui le 6 octobre était la place de la discorde, le 8 octobre, c'était la place de l'unité retrouvée d'Israël, où des Israéliens de gauche, de droite, du centre, des jeunes, des plus âgés, de gauche, tous faisaient des colis pour les soldats qui partaient au combat et pour les habitants du sud de la bande de Gaza, du pourtour de la bande de Gaza qui étaient en train d'être évacués. C'est cette capacité de se réveiller, de ne pas sombrer dans une forme de déprime. Et on considère que l'Europe est un pays, à quelques exceptions près, avec des pays qui sont un peu, qui pour certains ont sombré dans le populisme, comme la Hongrie, la Roumanie, etc., eh bien, c'est un pays qui est en pleine déprime. Et quelque part, du côté israélien, on a beaucoup de mal à s'identifier à cela. Ça, c'est un point que je voulais mentionner, en tout cas. Alors, on va passer aux questions-réponses avec le public. Juste avant, une question quand même pour Christophe par rapport à l'actualité en France. Le Premier ministre va prononcer, Christophe, mardi, sa déclaration de politique générale. Il espère convaincre, évidemment, une partie de la gauche de ne pas le censurer pour rester à Matignon. Il y a la question aussi de la réforme des retraites. On est véritablement là, Christophe, dans une période charnière en France. Oui, bien sûr. Mais ce que cherche à avoir François Bayrou, c'est juste un kit de survie pour aller jusqu'à l'été. Si là, il arrive à obtenir un pacte de non-censure avec les socialistes, d'abord, ça va le fâcher avec la droite. Gérard Larcher est très clair aujourd'hui dans la presse. Donc, il va retrouver un problème sur la droite, peut-être pas de censure, mais un problème de soutien politique. Et puis surtout, ça ne le mènera pas au-delà du budget. Ensuite, s'il veut faire des réformes profondes, structurelles, il n'en aura pas les moyens politiques. En juillet, on change de période, puisque le droit de dissolution revient. Donc les partis vont faire un peu plus attention. Et surtout, les grands partis ne vont avoir Dieu que pour les municipales et après les régionales. Sauver les territoires, sauver les villes. À gauche, on n'aura pas du tout envie d'une dissolution et d'une élection nationale avec les accords ou pas avec LFI, alors qu'on se bat sur le terrain pour sauver des villes. Et à droite, tellement affaibli au niveau national, les villes, c'est la bouée de sauvetage. Donc surtout, ne pas parasiter les municipales avec une dissolution et des législatives à l'automne 2025. Donc peut-être qu'il y aura, à partir de l'été, une sorte d'accord politique général pour ne rien faire, mais le faire ensemble. Et on ira peut-être comme ça pendant 1 an et demi jusqu'au grand moment de la présidentielle. Encore faudra-t-il faire de ce rendez-vous de la présidentielle un rendez-vous vertueux et pas un marché de dupes, comme ça a été le cas la dernière fois. Et ça dépend de la situation géopolitique, ça dépend aussi du courage des hommes et des femmes politiques qui s'embarqueront dans cette aventure présidentielle. Merci beaucoup, Christophe et Daniel. Alors, avant de vous donner la parole, les amis, je sais que Daniel, vous accordez beaucoup d'importance dans ce livre au témoignage. Et justement, il y a le témoignage d'un soldat dans votre ouvrage qui vous a particulièrement touché. Et je crois que c'est le témoignage d'un soldat qui est présent ce soir. Je dévoilais ? Ah bon. C'est pas grave. Oups. Effectivement, moi, il y a beaucoup de témoignages dans ce livre, des témoignages particulièrement émouvants. L'un de ces témoignages, je l'ai recueilli, il s'est exprimé sur i24 News, comme ça a été le cas à plusieurs reprises dans la plupart des témoignages que nous avons insérés dans ce livre. Et puis, après, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Nous prions ensemble à Jérusalem, dans la même synagogue. Il s'agit d'un jeune garçon qui s'appelle Josh Elia. Josh Elia est né à Neuilly. Il a fait son aliyah à 11 ans avec ses parents et sa famille. Et au moment de son enrôlement, il s'est enrôlé dans la brigade des parachutistes, dans le bataillon 890. Et avec lui s'est enrôlé celui qui est devenu son meilleur ami, Eli Valentin Guénassia, Zichrono Livracha. Ils étaient ensemble le 7 octobre. Le 7 octobre, ils ont été appelés avec leur bataillon. Ils ont pris un hélicoptère avec toute leur unité qui les a déposés quelque part entre Aloumim et Kfar Maïmon. C'est deux des localités du pourtour de la bande de Gaza. Et leur hélicoptère a reçu un missile RPG. Par miracle, ils ont pu tous sortir de l'hélicoptère et
donc commencer à combattre. Et je voudrais citer un exemple, une partie de ce témoignage. Nous sommes en phase d'approche, me dit Yosh. Nous sommes en phase d'approche, nous sommes brutalement secoués. Notre hélicoptère vient d'être touché par un missile RPG, tiré par les terroristes. Fort heureusement, nous sommes proches de l'atterrissage, l'appareil s'affaisse au sol, mais le pilote parvient à éviter le crash et ouvre la porte. Nous sommes au milieu d'un champ, à Aloumim, près d'Aloumim. Entré le dernier dans l'hélicoptère, j'en sors le premier. Je m'allonge et ouvre le feu. Il faut souligner que Josh est dans sa brigade, dans son bataillon, ce que l'on appelle en hébreu néguéviste, c'est-à-dire il porte la mitrailleuse lourde avec plus d'1 millier de cartouches, comme son ami Valentin. Je m'allonge et j'ouvre le feu en direction des terroristes qui se cachent derrière des arbres. Mon objectif est d'empêcher que les terroristes puissent tirer dans notre direction avant que tous les soldats soient sortis. Je tire de nombreuses rafales pour couvrir mes camarades, mais sous un autre angle, un terroriste parvient à tirer une seconde roquette RPG qui frappe l'hélicoptère et le fait voler en éclats quelques secondes après que le dernier soldat en soit sorti. Afin de nous protéger, nous progressons à découvert, en alternance. Un de mes camarades est fauché par une rafale ennemie. Je me précipite pour l'évacuer. Il est sérieusement blessé. Un infirmier arrive, je repars et je me mets à couvert. En courant avec mon Negev et mon Barda, je prends une balle sur le flanc droit, précisément entre les 2 plaques de mon gilet pare-balles. On remarque que je saigne, un infirmier me pose une compresse d'urgence. Il propose de m'évacuer, je lui réponds que je veux continuer à combattre. D'un côté, la peur est présente, mais de l'autre, l'adrénaline permet de supporter la douleur de la blessure. C'est dans ce cas précis le meilleur des remèdes. Preuve en est, notre unité va éliminer, au cours des minutes qui vont suivre, près de 60 terroristes du Hamas qui se cachaient derrière les arbres. Notre unité se réorganise et se prépare à entrer dans Aloumim. Il est midi. Soudain, un officier supérieur arrive et modifie les ordres. « Dirigez-vous vers Be'eri. C'est la catastrophe là-bas. Ils ont besoin de renforts. » Nous avançons et nous nous rejoignons vers Be'eri vers 14 heures. Et là, je me retrouve près d'une souka, à l'intérieur de Be'eri, juste derrière un terroriste portant l'uniforme et le bandeau vert du Hamas. Il ne nous a pas vus. J'alerte mon officier qui m'ordonne d'ouvrir le feu. Je tire une rafale, le terroriste s'affaisse et d'un seul coup, en quelques secondes, plusieurs terroristes surgissent. Une intense fusillade s'engage. Au bout de quelques dizaines de secondes, nous apercevons une Israélienne qui s'échappe vers l'intérieur du kibbutz. Capturée par les terroristes que nous combattons, elle a réussi à leur fausser compagnie alors qu'ils partaient vers Gaza, sur la sortie ouest de Be'eri. Il est déjà 16h30, nous continuons à affronter des terroristes. Nous avons à chaque fois le dessus. Nous pénétrons dans une nouvelle maison. Je tire une rafale. Avec Valentin, nous nous positionnons derrière la porte. Malheureusement, Valentin ne voit pas qu'il est devant une fenêtre et qu'il est visible de l'extérieur. Un terroriste tire une rafale dans notre direction. L'une des balles frappe de plein fouet Valentin à la gorge. Me trouvant devant lui, je ne le vois pas tomber. Je tire à mon tour, riposte des terroristes, l'une des balles m'éclate la main. La douleur est insupportable. Par la suite, je découvrirai que toutes les balles de la rafale tirées par le terroriste m'ont touché, mais à l'exception de celle qui a transpercé ma main, les autres se sont logées dans mon gilet pare-balles en céramique. Sans ce gilet pare-balles, je ne serais plus de ce monde. C'est le témoignage de Josh Elia, combattant de la brigade des parachutistes, bataillon 890. Josh a terminé son service militaire dans Tsahal il y a quelques jours à peine et il est parmi nous ce soir. Alors je vous demande de l'accueillir comme il le mérite, comme un héros d'Israël. Josh, bien. Merci beaucoup. Alors Josh m'a dit qu'il voulait parler, mais qu'il voulait parler surtout de son copain Valentin. Genassia, Zichrono Livracha. Voilà, moi je voulais dire un petit mot. J'ai pas l'habitude de parler devant une foule, c'est même la première fois. Et je stresse un peu, c'est bizarre.
Et je voulais parler d'Eli, mon meilleur ami, qui est parti, Zichrono Livracha. C'était un soldat seul, un Chayal Boded, on appelle ça en hébreu. Il avait 22 ans. Il ne devait pas faire l'armée. Il avait fait une licence en droit que sa mère l'avait obligé de faire à Montpellier. Il venait de Montpellier. Et son rêve, c'était de faire l'armée. Son cousin avait fait l'armée dans la brigade des parachutistes. Et il voulait faire... il avait une idée en tête. Et dès qu'il avait une en tête, il la faisait jusqu'au bout. À l'âge de 22 ans, il a eu sa licence en droit. Et il a dit à sa mère, ça y est, j'ai eu ma licence. Maintenant, je veux faire mon rêve, je veux monter en Israël et faire l'armée. Il est monté en Israël. Il ne parlait pas un mot d'hébreu. Il a fait 1 mois de Mechina. Et il est rentré à Mirvalon, c'est là où on apprend l'hébreu. Moi, j'étais aussi là-bas, c'est là où on s'est rencontrés. Moi, je parlais bien hébreu, mais j'étais dans le meilleur groupe d'hébreu, lui dans le plus mauvais. On a commencé à s'entraîner ensemble pour courir. Au final, on est arrivé dans la même unité, dans la brigade des parachutistes. Et à partir de là, par miracle, on s'est retrouvés dans la même classe. Et on s'est retrouvés binômes. Du début jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, on était binômes. On dormait dans la même chambre, on partait en voyage ensemble. On est partis en vacances à Mykonos ensemble. On a reçu 3 jours de vacances. On est partis sur un coup de tête. Et vraiment, c'est une personne extraordinaire que tout ce qu'il disait, il faisait jusqu'au bout. Et il voulait défendre son pays jusqu'au prix de sa vie. Et c'est ce qu'il a fait. Et je voulais lui rendre un hommage spécialement aujourd'hui. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup, Josh. Merci aussi, Daniel, de nous avoir partagé ce témoignage. On va passer aux questions-réponses. Si vous avez des questions pour Christophe ou pour Daniel. Bien, après autant d'émotions, et on a même quelques difficultés à parler et à se poser des questions en sachant que la vérité revient toujours à la surface et qu'il va falloir poser les questions. Alors, on va poser les questions, essayer de les poser le plus concises possible pour que tout le monde puisse pas d'observation, c'est préférable. Et comme ça, notre président, Eli Korshia, finira l'intervention. Harry, combien de temps nous avons pour... D'accord, alors le temps qu'il faut. S'il y a des questions, on va commencer par une femme. Allez, on commence par une femme ? Est-ce qu'il y a une charmante dame qui... Oui, allez, on commence par une femme. On laisse la priorité. Merci. Bonsoir. On n'a pas beaucoup parlé ce soir du terrorisme. Or, c'est véritablement ce qui caractérise la situation en Israël et en France. Et j'avais une question à vous poser d'ordre méthodologique. On réussit au Liban à un cessez-le-feu en refusant de discuter avec les terroristes du Hezbollah. Donc, il s'agit d'un accord entre Israël et le Liban, avec un nouveau président, comme chacun le sait. Est-ce qu'on peut appliquer la même démarche à Gaza en refusant de discuter avec le Hamas et en négociant avec les chefs de tribus ou les grandes familles? Voilà. Merci. La différence entre le traitement du Hamas et le traitement du Hezbollah, c'est exactement on va dire, le cœur de l'erreur d'appréciation de ce que l'on appelle le concept erroné de l'armée israélienne. L'armée israélienne disait le Hamas, c'est pas une menace. On peut les écraser très rapidement. C'était tout le temps le même message. Le Hamas est dissuadé, le Hamas peut être écrasé très rapidement. Il s'est avéré que ce n'était pas la réalité aussi. Le Hezbollah, par contre, oui, parce que le Hezbollah, derrière le Hezbollah, il y avait clairement l'Iran. Et à partir du moment où il y a clairement l'Iran, et puis il y a un pays face à cela.
Donc les choses sont beaucoup plus claires. Quand on combat une organisation terroriste, eh bien, c'est toujours beaucoup plus flou. Et donc effectivement, je parle dans mon livre aussi j'ai rapproché parler de la guerre de Kippour, j'ai rapproché aussi de Entebbe. Mais rappelez-vous, à l'époque Entebbe, Rabin clairement disait « On ne négocie pas avec les terroristes ». Qu'est-ce qui a changé chez nous? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé chez nous, on va dire dans toutes les démocraties occidentales, pour que l'on tolère, pour que l'on légitimise d'une manière ou d'une autre le terrorisme? C'est extrêmement complexe. Je crois que cet examen de conscience, on ne l'a pas encore tout à fait fait en Israël. Ça prendra du temps avant de le faire, mais ça s'est fait dans la douleur, et j'espère que ça ne se fera pas dans plus de douleur. Mais il faut reconnaître qu'on a bafoué certains de nos grands principes, et c'était des principes tout à fait honorables, des principes de morale, de valeur, d'éthique. On ne peut pas dire que de ne pas discuter avec des terroristes, c'est pas moral. C'est ça la morale. Malheureusement, la réalité nous a obligés à modifier. Et la réalité, l'environnement, les Occidentaux, l'Occident, dans sa définition du terrorisme qui n'est jamais très clair. Voilà. Oui, merci pour toutes vos interventions. Il y a une chose qui ne reste pas claire dans tout cela, c'est comment se fait-il qu'Israël n'a pas été la première à porter plainte pour génocide contre le Hamas. Il a fallu que ce soit le Hamas qui vienne attaquer Israël et se considérer comme victime, pour que ce soit lui qui porte plainte en premier. Deuxième point, c'est par exemple toutes ces attaques qu'il y a eu le 7 octobre autour de la bande de Gaza. Il y a eu une névrose et toute la région. C'était des gens plutôt qui venaient porter des soins médicaux et de l'aide alimentaire à tous ces Palestiniens qui étaient là. Et ils ont réalisé que finalement, ils ne pouvaient plus faire confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit cette partie-là, peut-être Shalom Arshav ou les gens de gauche, est-ce qu'ils ont vraiment basculé complètement à 100% dans leurs idées? Alors je vais répondre à la deuxième question d'abord, parce que c'est vrai que les gens, je le disais, les habitants du pourtour de la bande de Gaza, c'était ceux qui, on le sait, tout le monde le sait aujourd'hui, ceux qui prenaient les enfants palestiniens malades, qui les amenaient dans les hôpitaux, les grands hôpitaux israéliens pour les soigner. C'était ceux qui accueillaient les Palestiniens pour travailler dans les localités, etc. C'est vrai qu'ils ont reçu eux aussi un choc. Alors, ça se définit de multiples manières, hein, il faut bien avouer que tout le monde n'est pas d'accord, mais il y a eu des changements, d'approche. Moi, je cite, et je pense que c'est aussi dans la même perspective de redéfinition identitaire de l'État d'Israël, les familles, lorsque les soldats sont arrivés, on parlait de Josh, lorsque les soldats sont arrivés à Be'eri à 16h dans l'après-midi du 7 octobre, ils ont frappé à la porte et ils ont dit « c'est Tsahal ». Eh bien, les habitants du pourtour de la bande de Gaza, les kibbutznikim, laïcs, socialistes, très imprégnés de l'idéologie de l'État d'Israël des premières années, bien on dit non, on nous a déjà fait le coup ce matin. On a cru que c'était Tsahal et c'était les terroristes. Il y en a qui sont morts comme ça. Non. Alors qu'est-ce qu'ont fait les soldats? Ils ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et là, regardez ce symbole. Des gens qui ne sont pas pratiquants, qui sont laïcs, qui se définissent comme tels, on dit « Ah, s'ils disent Shema Israël, c'est que ce sont des Juifs. » Eh bien, ça, c'est quelque chose que l'on peut tourner de toutes les manières. C'est ce que j'appelle, moi, ce retour à une prise de conscience identitaire que les Palestiniens, le Hamas, a frappé pas parce qu'ils étaient de gauche, de droite, laïcs, pas parce qu'ils étaient israéliens, parce qu'ils étaient juifs. Et à partir de ce moment-là, on reprend une conscience
la puissance de cette identité. Et je crois que il faut être patient, encore une fois, prendre la dimension historique, un zoom out, et voir les changements qui sont en train de se produire. Je dois vous avouer, je ne l'ai peut-être pas dit assez, il y a des centaines d'initiatives dans la société israélienne. Malheureusement, les médias qui ne font pas leur travail, et je suis extrêmement critique envers les médias israéliens, la plupart des médias israéliens, les médias israéliens ne font pas leur travail, c'est-à-dire ne font pas la part des choses entre les difficultés légitimes, les otages, les soldats qui tombent, et l'espoir qui est en train de jaillir du bas de la société civile israélienne, de ces dialogues entre Israéliens de différentes origines. Il y a cela. Je veux que vous sachiez que dans la réalité israélienne, il y a des multiples occasions de se rencontrer. On n'en entend pas parler, mais c'est de là que jaillira l'espoir. Oui, sur la première question. Pourquoi c'est pas Israël qui a... Parce que oui, on a autre chose à faire, parce qu'on ne fait pas confiance à ces institutions qui sont parti pris, parce que la Cour internationale la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, ce sont des instances qui sont onusiennes, dont on connaît exactement le fonctionnement et dont on connaît exactement et que c'est peine perdue. C'est peut-être une erreur, mais c'est peine perdue. Il faut préciser qu'en France, il y a des associations d'avocats qui ont porté plainte contre le Hamas pour crimes contre l'humanité, quand même. On ne sait pas où ça va mener, mais voilà. D'autres questions ? Oui. Pouvez-vous nous parler rapidement de la menace des Houthis ? C'est un des 7 fronts, hein, on ne sait plus où on en est, mais c'est un des 7 fronts. Il ne faut pas la négliger parce que les Houthis sont... Je ne le savais pas, c'est des Yéménites, mais on ne le savait pas, mais les Houthis sont très persévérants, très têtus, très acharnés. À tel point que vous le savez probablement, eh bien, ils ont chassé l'Arabie Saoudite lors de la guerre en 2015. Et donc, c'est une menace. Et en plus, ils sont plus autonomes qu'on ne le pensait par rapport à l'Iran, c'est-à-dire ils ne calculent pas tout par rapport à l'Iran, donc ils représentent une menace. Maintenant, la menace, elle est, soyons clairs, elle est limitée. Hein. On a la capacité, Israël, même s'il faut à nouveau faire preuve de beaucoup d'humilité, Israël a la capacité de neutraliser la plupart des missiles qui sont envoyés par les Houthis. Et quelque part, si on veut aller beaucoup plus loin en termes de stratégie, en termes d'enjeux sécuritaires, il est clair qu'avec l'arrivée de Donald Trump, il va falloir envisager ce que Netanyahou réclame depuis maintenant plus de 20 ans, à savoir la neutralisation du régime des Mollahs. J'ai du mal à imaginer une autre solution pour le Proche-Orient, pour le Moyen-Orient, que, on va dire, la destruction du régime des Mollahs. Je ne sais pas si c'est possible, mais je sais qu'en Israël, on ne sera pas apaisé tant que le régime iranien sera au pouvoir. 2 questions pour terminer. Alors, moi, Madame. je voulais, dans la poursuite de ce que disait le monsieur, parler effectivement des Houthis, mais également du coup de l'Iran, et vous en avez fait... Vous y avez fait allusion, donc on voit bien que le régime syrien est tombé, que le régime libanais est tombé, et j'allais vous demander à quand l'Iran, mais bon... Non, il y a quelque chose qui a changé dans l'armée israélienne, c'est important de le souligner. Il y a beaucoup de critiques à émettre envers l'état-major de l'armée israélienne, on en a parlé tout à l'heure, mais je crois qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'armée israélienne. C'est que, rappelez-vous, la seule véritable victoire sans équivoque d'Israël, c'était la guerre des 6 jours. Et la guerre des 6 jours, n'en déplaise à Charles de Gaulle, eh bien, c'est les Israéliens qui ont tiré les premiers. Et lorsque Israël reprend l'attaque, reprend l'initiative et attaque et frappe, eh bien, il y a un retour de la force de dissuasion dont on n'a pas parlé, comme on n'a pas parlé de la force de dissuasion. On a parlé un petit peu. Et du mur de fer si cher à Zev Jabotinsky, qui, il y a 100 ans, écrivait que pour que l'État d'Israël, et c'était il y a 100 ans, pour qu'un État juif puisse vivre dans un environnement hostile comme celui des Proches et Moyen-Orient, Zev Jabotinsky parlait en novembre 1923, il faut
dresser un mur de fer. Ce n'est pas un mur de fer véritable, c'est un mur de fer virtuel que l'on appelle aujourd'hui la force de dissuasion. Il faut que la force de dissuasion soit tellement élevée, tellement forte, que nos ennemis comprennent qu'ils n'ont plus la possibilité de nous attaquer et de nous éradiquer. Et ça c'est extrêmement important. Il y a, à la veille, au lendemain du 7 octobre, un ami journaliste arabe à Eventken News m'a dit « Daniel, comprends une chose, la force de dissuasion d'Israël au Moyen-Orient, elle est 0 après le 7 octobre. Heureusement que l'on a renversé la vapeur et que grâce à tous les services qui sont impliqués, et moi je rajoute grâce au bon Dieu aussi, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le mettre là-dedans. C'est tellement stupéfiant ce qui s'est passé entre le mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Septembre, les beepers, les talkie-walkie, Hassan Nasrallah, Yahya Sinwar, tout cela, on a réussi à renverser la vapeur et la force de dissuasion d'Israël, elle a été restaurée. Peut-être qu'elle a été améliorée, mais probablement pas suffisamment pour persuader nos ennemis qu'on est là ad vitam aeternam. Une dernière question. Nous allons prendre les 2 dernières questions. Une question, on aura la question de Ari Asiag, notre vice-président. Question courte, réponse courte. Voilà. Oui, une question très courte. Juste avant le 7 octobre, il y aurait eu une conférence à Beyrouth entre le Hamas de Hezbollah et l'Iran, semble-t-il, et peut-être d'autres, au cours de laquelle le Hamas aurait émis ses intentions d'attaquer Israël. Est-ce que vous avez des explications ou des informations sur la non-intervention du Hezbollah? Et vous parlez de la protection divine tout à l'heure. Est-ce que si le Hezbollah avait attaqué en même temps que le Hamas, les choses auraient tourné de façon très, très problématique? Sans aucun doute, bien entendu. Il est clair qu'il s'est passé à ce moment-là quelque chose d'assez inattendu. C'est-à-dire, effectivement, normalement, il était planifié. Maintenant, il y avait effectivement une rencontre à Beyrouth. C'était, je crois, le 1er septembre 2023. Effectivement, apparemment, le Hezbollah a craint, d'une certaine manière, une riposte israélienne. Donc, il y avait quand même cet élément de force de dissuasion à l'époque. Et heureusement qu'Israël a pu se focaliser sur le front de Gaza avant de passer au front du Sud-Liban. Effectivement, moi, c'est-à-dire, je ne vais pas mettre encore à nouveau Akadosh Baruch Hu à toutes les sauces, mais effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est passé et il y a eu un moment, ils ont peut-être eu peur à ce moment-là de lancer une offensive parce que la force de dissuasion, elle existait encore du côté de Hassan Nasrallah, même après quasiment 20 ans après la Seconde Guerre du Liban. Moi, j'ai une question pour vous, Christophe. Daniel a beaucoup parlé. Nous, Juifs de France, il est clair, enfin je ne parle pas au nom des Juifs de France, mais bon, c'est une opinion assez courante. Nous avons confiance en Israël et en l'État d'Israël et en Tsahal et sur le futur. Au niveau français, selon vous, enfin j'ai lu votre dernier édito, notamment dans ActuJ, remarquable, où vous disiez l'islam politique est devenu une opinion. Selon vous, quels sont les motifs de confiance pour nous, Juifs de France, en France, face à cette montée d'antisémitisme? Je pense qu'il y a plusieurs motifs de confiance, de garder confiance, de ne pas désespérer et de ne pas céder à ce qui pourrait être une panique. La première confiance, elle doit être dans, pour l'instant, les instruments de l'État qui font qu'il y a des policiers qui protègent des lieux, des personnalités, que l'État répond présent quand le danger est là. Derrière cette action de l'État, il y a des personnalités politiques qui n'ont pas tremblé, qui n'ont pas cherché midi à 14h et qui ont dit ce qu'il fallait dire et qui ont agi dans ce sens-là. On en voit d'ailleurs dans les cercles du pouvoir. C'est encore eux qui ont les manettes. Donc, que des forces nouvelles se soient levées avant et se soit révélé après le 7 octobre, c'est évident. Que ces forces-là, très inquiétantes, très funestes, elles vont en poupe, se développent, se renforcent, c'est évident. Qu'elles aient gagné, c'est pas évident du tout.
Elles ont gagné des batailles très importantes, elles dominent certains camps, il y a une forme de domination aussi psychologique et intellectuelle, elles ont des outils nouveaux qui sont les réseaux sociaux, les moyens de communication, et puis un certain avachissement, puisqu'on parle encore de Gaulle, des sociétés, qui leur rend facile leur travail, mais elles n'ont pas gagné l'essentiel. D'abord, elles ont compris qu'elles ne gagneraient pas par les urnes, donc il fallait utiliser des procédés plus tordus. Elles ont compris en plus qu'elles étaient débusquées maintenant et que quand on parlait d'islamo-gauchisme avant le 7 octobre, on passait au mieux pour un hurluberlu, au pire pour un fasciste. Maintenant, quand on parle d'islamo-gauchisme et qu'on le désigne dans certains camps politiques, notamment la France insoumise, on peut l'argumenter et on est écouté. Donc ils sont débusqués dans leur stratégie et dans leur volonté. Et puis, il faut avoir confiance aussi parce qu'il n'y a pas que le maintenant, il y a l'éternité. Et l'éternité, elle vient de loin aussi en France. Chez cette nation millénaire, cet État millénaire, la relation au peuple juif, la relation au judaïsme, elle a été extrêmement contrastée, avec des moments terribles, honteux, affreux, et puis des moments glorieux, solidaires. Et donc cette alternance-là, du jour et de la nuit, il faut avoir confiance en cela. L'attitude à adopter pour que cette confiance soit active, dynamique, c'est deux choses. D'abord, c'est de ne pas déserter. L'ALIA a une dimension spirituelle, une dimension politique, géopolitique, profondément respectable et qui en chaque individu appelle une réflexion intime dont notre soldat témoin tout à l'heure a été un exemple glorieux et vivant. Il ne faut surtout pas lui substituer une ALIA de fuite. Je ne pars pas pour aller là-bas, mais parce que je ne veux plus rester ici. Parce que ça n'aboutira qu'à une seule chose. Les antisémites auront le terrain dégagé. Et donc, c'est accélérer leur victoire que de faire cela. Et puis la deuxième chose à avoir, c'est de s'engager. Mais là, je parle devant des convaincus. C'est de s'engager politiquement. C'est de dire qui on est, qu'est-ce qu'il faut défendre comme idée, et quel vote on doit en conclure. Ah, ça, c'est plus difficile. Quand on arrive à savoir pour qui on vote, entre ceux qui se font passer pour les meilleurs amis et les meilleurs défenseurs de la communauté juive, ceux qui le sont vraiment, pour réussir à distinguer. Les campagnes électorales sont là pour que les citoyens choisissent en connaissance de cause. La connaissance de cause, ce n'est pas toujours facile à voir chez les politiques. Bien. Pour ceux qui veulent acquérir le livre d'Ania Laïc pour dédicacer après, c'est sur la table sur le côté. Notre charmant libraire est présent là. Et le mot de la fin revient à Élie Korchia, notre président central. Chers amis, juste un petit mot pour conclure après cette soirée extrêmement riche, extrêmement dense. Je sais qu'il y aurait pu y avoir encore 15 ou 20 questions, mais il fallait bien terminer cette soirée. Je voulais juste finir sur un mot de remerciement. Merci pour avoir parlé avec le cœur. On a senti énormément d'émotions, je crois qu'on l'a tous ressenti. On refera ce type de grande soirée avec le CCJ 92, sous l'égide du Consistoire de France, avec nos amis évidemment ici à Levallois ou dans d'autres communautés, mais c'est vrai qu'ici on est à la maison. Je voulais juste vous dire qu'on vous entend sur les ondes, on vous entend sur les plateaux, mais je crois que ce soir, on a vécu chacune et chacun une émotion, une sincérité dans vos propos qui nous ont été droit au cœur. Donc, au nom de tout le monde ici, je voulais vraiment vous remercier très chaleureusement. Et je voulais aussi terminer par un petit mot. Vous allez pouvoir vous faire dédicacer ce livre passionnant de Daniel Laïc, Samedi Rouge. Et n'oubliez pas une chose, nous avons ici Christophe qui est aussi sur scène actuellement, sur un très beau spectacle avec son épouse, la soprano, la grande artiste lyrique Pauline Courtin. Allez voir Christophe Barbier et Pauline Courtin dans le spectacle Offenbach et les Trois Empereurs. Vous passerez aussi une très bonne soirée.